Bienvenue donc pour cette deuxième partie de l'émission Témoin avec Pierre Basselon. Je vous rappelle que Pierre est maître de conférences en chimie physique, auteur de 4 ouvrages, dont La féerie du néant, Mon Guillain-Barré à moi, Voyons voir, le livre arbitre des nomades, et 2 livres à paraître, Les fleurs dans l'eau, Sémaphore, ainsi que Vers damné, damné des apostrophes A, 2 N et ES. Pierre, je souhaitais te poser la question de savoir si tu considérais être un bon prof de la part de tes élèves. Est-ce qu'ils appréciaient l'homme pédagogue, s'il en est, que tu étais ou pas? Oui, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Donc à 23 ans, je me trouve être nommé professeur des lycées, au lycée de la 6e à la terminale, sans aucune formation pédagogique, comme ça se faisait à l'époque, avant mai 68. Voilà, c'était comme ça. Avant mai 68, il manquait des profs, on prenait un gars qui était en cours de licence, qui avait 1 ou 2 certificats universitaires, on leur disait, vous êtes professeur, allez-y les gars, avec toutes les classes possibles, et les classes les plus mauvaises possibles, puisque les agrégés prenaient les meilleurs, bien entendu. Et j'avais une classe de 40 élèves, dont l'âge était entre 13 et 17 ans, c'est-à-dire tous les retardataires, ce qu'on appelait avant les certifs, les certificats d'études. Et il fallait que je me débrouille là-dedans, enseigner la physique, la chimie, l'électricité. J'avais des premières, j'avais des quatrièmes, j'avais une philo qui a fallu me rendre fou. Les philos m'ont rien pardonné. C'était en 1963, j'arrivais devant la classe des philos avec un costume uni, pantalon et veston unis, la chemise et la cravate, quoi. Les gars, ils étaient fous, quoi. Et je fais pas mon âge, je faisais pas mon âge, et les gars, ils étaient fous, quoi. Ils me voyaient arriver, j'étais bien correct, beau, enfin correct, jeune, quoi. Ils voyaient que j'étais jeune, quoi. Il n'y avait rien à faire, j'étais jeune, j'étais peut-être connard, mais je faisais jeune. Et ça, mais c'était de la dantesque, ils ont failli me rendre fou, quoi. Moi, je les ai rendus fous aussi par mon enseignement, hein. C'était du show, quoi. Pas de dépression? Et c'est là où, vraiment, si j'avais continué dans cet enseignement, du secondaire, je devenais fou, quoi. Mais par les terminales, les autres classes, bon, il faut les tenir, parce que les 40 plus mauvais étudiants, élèves d'un lycée, quand même, il faut se faire dire, quoi. Mais ils sont sympathiques, hein, c'est pas le problème. Mais bon, ils sont intenables, quoi. Voilà, et puis là, j'ai eu la chance d'être nommé assistant à l'université, moniteur et puis assistant à l'université. Et là, bon, ben, j'ai trouvé, donc, les assistants font les travaux dirigés et les travaux pratiques. Bon, ben, ça a été, quoi. Il n'y a pas eu de gros soucis. Ce qui est bien à l'université, c'est que dans l'enseignement, je ne parle pas de la recherche, mais dans l'enseignement, les parents ne peuvent plus arriver pour rencontrer l'enseignant, parce que les étudiants sont majeurs. Donc on est déjà débarrassé quand même de cette énormité que sont les parents dans le secondaire. Et bien ça a été, grosso modo, ça a roulé, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'enseignement universitaire, ça va, quoi. Oui, oui, oui. Est-ce que tes parents sont contents pour toi, fiers de toi, sur ce que tu es devenu, le fait que tu sois justement prof universitaire, que tu sois marié, des enfants Ben, papa est journaliste, donc qui a lu beaucoup, qui a eu le bac, c'est un des premiers qui a eu le bac. Il est né en 1909, donc en 1909, plus 20, ça fait 29. Donc en 1929, personne n'avait le bac, c'était très rare qu'il a eu le bac. Donc c'était déjà un savant, quoi. En 1929, un gars qui a le bac, c'était énorme, quoi. Hein, ouais, ouais, ouais. Et puis quand il m'a vu à l'université, il a dit, bon, ben maintenant je ne sais plus rien. Alors là, j'ai un regret, je l'ai dépassé dans ses connaissances. Bon. Mais il a, comme si le fait que j'en sache plus que lui, au point de vue théorique, quoi, il n'était plus rien. Ça, bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, quoi. Ouais. et ta mère?
Parce que je parlais je voulais voir par rapport à la fierté, si fierté il y avait de la part de tes parents. Donc ton père, apparemment, oui, il l'est. Oui, mais il a été fier, mais en même temps, ça l'a rabaissé. Alors, donc, quand on est fier, mais en même temps, ça le rabaisse, donc il n'est pas fier. Il n'est pas fier d'être ce qu'il est, il est fier de ce que je suis, et la somme des deux, ça donne quoi, Je ne sais pas, quoi, voilà. Et le fait que j'aille jusqu'au doctorat, je suis docteur, a dépassé la famille. Ouais, ça a dépassé la famille. Qu'est-ce que je suis allé faire dans la science? J'aurais été littéraire, mon papa, tout ça, ouais, ça va. Mais qu'est-ce que je suis allé foutre là-dedans, quoi, dans la science, quoi? Et ça a dépassé la famille, aussi les frères, quoi. Et ils n'ont pas suivi, quoi, moi non plus. Mais enfin, bon, c'est comme ça, quoi. D'ailleurs, de ce que je connais de toi, tu as beau être à la retraite, tu continues de chercher, notamment sur certaines lois universelles, comment fonctionne l'univers, toutes ces questions d'ordre fondamental d'un point de vue scientifique, astrophysique, dynamique des fluides, et pas que. Voilà, les énergies naturelles, et quand je dis naturelles, j'entends par là énergie libre, tout ce qui pourrait être des travaux de l'ordre de Tesla ou tout ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Voilà, c'est des sujets qui t'intéressent, tu réfléchis, tu écris, et puis t'en parles, t'aimes bien en parler auprès des gens qui t'entourent, donc c'est quelque chose qui te passionne, même encore aujourd'hui à 77 ans. L'autre côté, oui, l'autre côté de la passion universitaire, qui est quand même la passion universitaire, c'est la passion de l'univers. Et c'est quand même ça, je respecte beaucoup ça. Hein, l'université, c'est la passion de l'univers. D'une part l'enseignement, comme on disait là, et d'autre part la recherche. Voilà, l'université, on est enseignant-chercheur, et c'est ce que réclament aussi les enseignants du secondaire, qu'ils aient un rôle de recherche. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, donc, c'est très dangereux d'être uniquement enseignant. Si on ne se pose pas des questions à soi-même, c'est-à-dire la recherche, on peut devenir vraiment dictatorial, quoi. Oui. Alors que la recherche rabaisse toujours le niveau en disant bon, qu'est-ce que tu sais? L'humilité, ouais. Qu'est-ce que tu crois ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Donc il y a la recherche à l'université, donc il faut passer la thèse, le doctorat. Alors, en général, après 2 ans à l'époque, hein, mais c'est un peu vrai maintenant, après 2 ans de licence, une thèse s'obtenait en 5 ans. Donc 5 et 2, 7. Donc en 7 ans, on obtenait son doctorat, on était docteur. Et moi j'ai mis 6 plus 11, j'ai mis 17 ans à obtenir la chose. Voilà, mais j'ai obtenu. Voilà. Donc on ne peut pas dire que la recherche m'a souri très directement, puisque j'ai mis 11 ans à faire une thèse, un doctorat, qui théoriquement se fait en 5 ans. Mais bon, je suis arrivé au bout, ma directrice de recherche disait « Pierre, tu ferais un excellent technicien supérieur quand même, mais comme tu es opiniâtre, peut-être tu y arriveras. » Alors je suis arrivé avant la thèse, qui est correcte, même si elle est insuffisante. Mais elle est correcte. Dans ce qu'elle a à dire, elle est correcte, même si ce qu'elle dit est insuffisant. Mais bon, ça va, c'est acceptable. Oui. C'est mon avis. Mais elle a été acceptée avec mention extraordinaire du jury, comme toutes les thèses. Comment ça se passe donc vis-à-vis de Françoise, ta famille, avec ce côté dont tu parles, où tu avais cette exigence? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc vous vous séparez? Est-ce que c'est le fait que tu lui demandes qu'elle avorte, qu'elle refuse, que vous vous séparez? Mais j'étais devenu violent, physiquement violent. D'accord. Voilà. Okay. Et Françoise était devenue spirituellement violente. Vraiment, quand on a fait un échange de violence d'un très très bon niveau, quoi. Franchement. Est-ce que, avec le recul, hein, je m'adresse au Pierre là, qui a 77 ans aujourd'hui, quand tu regardes le jeune homme tu avais quoi, 30 ans? Oui.
que tu étais, est-ce que j'allais dire, tu te reconnais par rapport à ton évolution d'enfant, d'ado, de jeune homme et puis d'homme, est-ce que avec le recul, ça t'étonne que finalement tu aies pu arriver dans cette entre guillemets violence, ou tu penses que c'est quelque chose qui t'a toujours habité mais qui était en sommeil du fait peut-être des parents, des mœurs de l'époque, de la culture, tu mets ça sur le compte de quoi que est-ce que finalement chaque être humain a cette violence en lui qui pourrait surgir, jaillir, et que l'être humain finalement ne se connaît que très très peu? Comment tu vois le Pierre de 30 ans Oui, la violence du père, puisque j'étais père, mais du Pierre de l'époque, bon, c'est la jeunesse, la folie de la jeunesse aussi, hein, il y a de ça aussi. À l'époque, on ne bossait pas 35 heures, on bossait 45 heures, hein, donc c'était autre chose. Hein. Et le Pierre foufou, c'est sûr qu'il est là, le Pierre fou, il est là aussi, le Pierre travailleur infatigable, il est là aussi. La violence, et là aussi, ce sont beaucoup les relations parentales. Voilà, vraiment, les relations parentales avant, quand les parents refusaient la séparation qu'a amené mai 68, la séparation n'est pas un péché. Mai 68 a dit la séparation n'est pas un péché. Hein. Et donc à l'époque c'est un péché. Donc les époux, pour ne pas fréquenter le péché, continuaient cette guerre sans fin, quoi. Voilà. Donc il y a aussi certainement, comme tu me le demandais, là, ce côté parental dans la relation que j'avais avec la violence, quoi. Oui. Et autant Françoise était gelée dans sa cohabitation avec ses parents qui refusaient qu'elle prenne la parole. Alors voilà, donc ça effectivement, bon, mais ça existe encore. Hein. Mais maintenant c'est vrai que quand même les époux ont la liberté sans péché de se séparer, sauf que le pape dit que c'est impossible. Mais le pape a été un peu plus envoyé sur les roses maintenant, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous divorcez? Oui. Ça se passe? Ben, ça se passe que la maman prend les 3 gosses, qui avaient 1 an et demi, 3 ans et 4 ans, et se barre en Italie. Voilà, donc du jour au lendemain, j'ai plus de gosses. Voilà, donc, et la maman dit vis-à-vis de l'avocat que je suis un monstre, que je l'ai battu, etc., ce qui est vrai, et que donc j'ai plus le droit de voir les gosses, alors il faut refaire tout le circuit avec les avocats, que j'ai le droit de voir les gosses, etc. Bon, ça va, on y arrive, quoi. Je revois les gosses. Voilà. Combien de temps après? Oh ben ça met 1 an à se... Mais j'allais à Rome. Je prenais ma voiture pourrie et j'allais à Rome. Ma 3 chevaux Citroën, j'allais à Rome et j'étais accueilli chez Françoise. Et je dormais chez elle, pas avec elle, mais chez elle, avec les gosses. Et je voyais les gosses, c'était encore une autre époque. Donc j'allais à Rome en bagnole ou en train et puis je me retrouvais... Et pourquoi est-elle partie en Italie? Parce qu'elle a trouvé un beau Romain. Ah. Ben oui. Hein. Et tu dormais chez eux, en fait? Ah non, elle habitait chez elle. Et quand elle a dit au beau Romain, maintenant j'habite chez toi, le beau Romain lui a dit, pas question. Donc Françoise est revenue en France pour me voir et m'a dit, maintenant on habite ensemble. On habite ensemble, toi et elle? Elle t'a et proposé... avec les gosses. 5 ans après le divorce, elle me dit, on habite ensemble. Donc elle est revenue... Je reviens en France avec les gosses et on habite ensemble. Voilà. Mais en n'étant pas un couple. Et on refait un couple. Ah, on refait un couple? Oui. Et tu dis quoi? Je lui dis où? Elle me dit à Paris. Je lui dis mais on n'a pas un rond. Oui, ça fait rien, c'est à Paris. Dans quel arrondissement? Ben dans les Baux. Voilà. Je lui dis c'est impossible. Je refuse. Voilà. Donc moi aussi j'ai choisi mon destin. Voilà. Quand elle a su que que son amoureux italien refusait qu'il cohabite, elle vient me demander la cohabitation, je lui pose des questionnements sur la possibilité que ça se fasse. Qu'à l'époque, Paris était déjà hors de prix, que c'était impossible avec 3 gosses de trouver un logement correct. Je lui dis,
dans ces conditions-là, je ne peux pas accepter. Et viens habiter à Évry où j'habite. Et moi, j'avais 2 pièces. Donc, il fallait déménager et tout. Tu vois. Elle me dit, non, moi, je reste sur cette idée. C'est Paris dans les beaux quartiers. Et c'est d'où venait cette exigence chez elle et pourquoi. Enfin, ce qui m'étonne en même temps là, dans cette histoire, c'est que tu lui dis pas attends, tu me prends comme une solution de secours. Enfin, comment tu te positionnes sur le fait que ça y est, elle vient de terminer sa relation italienne et c'est Pierre, la roue de secours, et puis de surcroît, je demande à Pierre les beaux quartiers. Enfin, Oui, comment tu prends ça? oui, eh ben c'est-à-dire que ça permettait de résoudre les soucis, les problèmes qu'il y avait avec les enfants. Donc je pouvais accepter. Parce que pour toi, c'était vraiment un problème. Et de quel point de vue c'était un problème? Eh ben, plus Des ça enfants, ça veut allait dire avec quoi? les enfants, plus ça allait mal. Et les divorces, c'est pas innocent. Dans la tête des enfants, c'est très très fort. Et plus l'éloignement de papa et de maman perdurait, plus l'enfant pense que il y en a un des deux qui a tort. Or, comme on est avec maman, c'est papa qui a tort. Ça, il n'y a rien à faire. Et en plus, c'est un divorce international, puisqu'elle était en Italie, donc l'éloignement et tout ça, donc c'est pas facile, tu viens. Non, non les enfants montaient en graine contre le papa. Et ça, je le sentais, quoi. Donc c'était une possibilité de rattraper de façon extrêmement dangereuse le coup, hein, parce que me retrouver avec Françoise dans un appart avec les 3 gosses, ouf. Alors je ne tenais pas non plus tellement à cette hypothèse et j'ai posé aussi mes conditions, voilà, qui ont été refusées. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la maman est repartie en Italie et a retrouvé un appartement à Rome avec les gosses et tout. Elle s'est débrouillée, elle a fait des centaines d'heures supplémentaires pour gagner le fric. Moi, j'envoyais à la pension, mais elle a fait des centaines d'heures, elle s'est complètement dévouée à sa nouvelle situation. Voilà. Voilà. Et elle a assumé. Et elle faisait quoi? Elle avait décidé de faire quoi comme travail? Oh, elle a trouvé un superbe travail à la Food Administration, à la FAO, à l'ONU, à l'agence qui s'occupe de la faim dans le monde, c'est-à-dire fonctionnaire international, à l'époque, fonctionnaire international payé en dollars et non imposable. Donc elle s'est trouvé le truc, c'est une bosseuse, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. C'est une bosseuse, donc elle a trouvé ça. Hein, c'est un poste que tous les Italiens sont prêts à occuper, quoi. C'est fabuleux, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors tu restes à Évry, puisque tu habites à Évry, comme on l'apprend. Voilà, donc je reste à Évry, je vais chez mon frère Jacques, le petit, et Jacques, il dit, voilà la maison, il faut casser, il est dans une maison aussi, tu vois, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, en ruine, et il faut réparer. Alors il y a un mur épais comme ça, il faut le casser pour faire une entrée. Donc je prends la masse, je casse, parce que j'avais la frite, quoi, à l'époque, tu vois. Je casse, et je me coupe ici, avec une bague que la sœur de l'épouse de Jacques est là, Geneviève. Donc c'est la sœur de l'épouse de Jacques. Jacques, c'est mon frère. Il a une épouse qui s'appelle Nadine, et Nadine a une sœur qui s'appelle Geneviève, et Geneviève m'offre un petit bijou qu'elle ramène de Turquie, une base en verre. Je donne dans le mur avec la masse, j'effleure le mur, et la bague se casse et me coupe un peu le doigt. Voilà. Et donc tout le public qui est là me dit, va vite à l'hôpital pour te faire un sérum antitétanique. Oui. Et là, je vais à l'hosto faire le sérum antitétanique, et 15 jours après, j'ai une maladie mortelle. Le Guillain-Barré, mon Guillain-Barré à moi. Alors explique aux internautes ce qu'est le Guillain-Barré. Ah, qu'est-ce que c'est que le Guillain-Barré? Eh bien, c'est une atteinte du système immunitaire périphérique ou centrale. Centrale, c'est la sclérose en plaques, et périphérique, c'est le Guillain-Barré, c'est-à-dire les nerfs sont dénudés de leur myéline et sont en court-circuit les uns avec les autres. Alors, moi j'ai périphérique, donc tout le cerveau est parfait, et tout le corps devient flasque, puis il n'y a plus d'influx nerveux. Donc j'étais vacciné contre le tétanos, qui est une paralysie rigide, et je suis tellement bien vacciné, il faut admirer la médecine, que je suis dans une paralysie totalement flasque,
puisqu'il n'y a plus d'influx nerveux. Donc je suis totalement guéri du tétanos, je suis d'accord. En plus, c'est par du verre. Tu dis que ta bague était en verre, donc quel était l'intérêt contre le tétanos, alors que la bague, si elle était en métal, je comprendrais. Mais du verre qui te coupe. Ah, c'est le Vexin, il y a eu des chevaux partout là-bas. Ah, c'est une erreur, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. Donc... T'en veux. Alors, explique-moi un petit peu concernant la maladie. Elle vient rapidement, c'est rapide, comment ça se passe? Oui, en général, c'est 15 jours après une vaccination. On commence à avoir les jambes qui n'ont plus de force, les bras qui n'ont plus de force. Et on s'aperçoit qu'on devient paralysé flasque. C'est très vite fait. En 15 jours, 10-15 jours, on passe d'un match de football ou d'un 5000 mètres sur la piste à je ne peux plus ouvrir la bouche pour manger, puisque je n'ai plus de muscles pour ouvrir la bouche. Qu'est-ce que tu as pensé de la médecine à ce moment-là? Pardon? Qu'est-ce que tu as pensé de la médecine ou des Mais vaccins? je ne savais pas que c'était ça. Ah ouais? Ben non, parce que les médecins ne le disent pas. Mais c'est là vraiment on arrive à la catastrophe, quoi. Les médecins ne le disent pas. Alors j'arrive à l'hôpital et les médecins me demandent, vous êtes allé en Asie? Ben, je dis, non. Et ils ne posent pas la question, avez-vous été vacciné pour aller en Asie? Ou avez-vous été vacciné récemment? Ils ne posent pas la question. Donc mon père pense qu'il m'a donné une tare héréditaire. C'est une maladie terrifiante, quoi. À 30 ans, mais même à 60 ans, ou à 2 ans, on est mis à plat comme une crêpe, pas cuite. Ah oui, enfermé dans son corps. On peut Enfermé totalement dans son dépendant corps, des autres. avec la tête lucide. Il n'y a que la tête lucide. Ouais. Et plus ça va, plus il y en a, mais ça devient dramatique, quoi. Les vaccinations tournent au drame. Alors je suis pas objectif, puisque j'en ai subi une terrible, mais quand je suis maintenant dans une association qui s'occupe du Guillain-Barré, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais c'est dramatique, quoi. Tout le monde son Chopin, quoi. Il n'y a plus de limite, quoi. Combien de temps ça dure? Ça dure entre 1 mois et la mort. Ah mais pour toi? Pour moi, ben, j'ai fait 8 mois de réanimation intensive. De réanimation? Ouais, avec la trachéotomie, le respirateur artificiel, le tuyau qui arrive ici pour manger, pas pouvoir parler, pas pouvoir bouger avec quoi que ce soit, avec toutes les douleurs de cette maladie, puisqu'on part. J'avais 33 ans, je pars d'un état physique athlétique quand même, toi, avec les gosses et tout. On y va, quoi, à 33 ans. Et on se retrouve un légume avec tous les muscles qui se recroquevillent et qui veulent continuer de travailler. Donc ils font des trucs comme ça dans le corps, tu vois, mais sans système. Tu vois, alors ça fait des douleurs partout, c'est atroce, quoi. Et on peut y perdre la vie. Et alors... Ils t'ont pas dit si ça allait durer ou pas. En fait, ils savaient rien. Ils ne t'ont pas demandé si ça allait durer ou pas. Ils ne savaient pas du tout combien de temps ça pouvait... C'est pas grave, c'est réversible. C'est irréversible? Réversible. Ah, c'est réversible. C'est réversible. Ça reviendra comme vous êtes parti. Alors... Oh là là, mais il faut lire mon Guillain-Barré à moi. J'essaye de raconter ça parce que c'est vraiment... On rentre dans les arcanes de la médecine à un niveau... Aïe, 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 quoi. Donc, tu as arrêté, bien entendu, d'enseigner. Donc, j'ai arrêté 1 an d'enseignant. Hein. Un an seulement? Oui. Ça veut dire qu'au bout de 8 mois, tu as réussi? Comment ça t'est sorti J'ai de ça? tout récupéré. Incroyable, je récupère tout. Et là-dessus, je vais chez les psys, comme j'ai dit, je crois au début, je vais chez les psychanalystes, faire du transgénérationnel pour étudier les ancêtres et les ancêtres de mes ancêtres, et puis ceux de l'univers, en fait, quoi. Et c'est là où j'apprends que quand, dans une maladie, on arrive au bout de la maladie, c'est-à-dire qu'on vit une expérience de mort imminente, on est totalement et définitivement guéri. Donc ça, c'est 10 ans après, c'est le livre de Patrice Van der Sel, La Source Noire, qui est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. La Source Noire, il faut lire La Source Noire, qui reprend Le Matin des magiciens. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Et c'est là où je comprends que dans cette maladie, je fus la lumière. Et ça, tu le comprends après être sorti de la maladie? Eh ben, je le vis pendant la maladie. C'est-à-dire j'ai atrocement mal partout. Ouais. Depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai vraiment mal partout, mais c'est atroce, quoi. Et
tout d'un coup, je suis dans mon lit, comme d'hab, en réanimation, avec la respiration artificielle, le tuyau qui arrive et tout ça, quoi. Et tout d'un coup, j'ai plus mal. Tout d'un coup. Rien. Plus aucune douleur en 1/1000e de seconde. Mais dans ce cas-là, on est conscient, pas conscient, tu vois, parce qu'on est dans une maladie telle qu'on ne sait plus très bien. Mais le cerveau est toujours intact. Hein. Mais on dort tellement, on délire aussi. On délire tellement on dort, quoi. Et tellement on souffre. Et tellement c'est impossible de dormir par la souffrance. Voilà. Et tout d'un coup, je dis, mais pourquoi j'ai plus mal? Et je vois que tu peux bouger les lèvres. Que je bouge rien du tout, mais que je suis une lumière. Alors, explique-nous. Ça veut dire quoi ça? Tu vois que tu es une lumière, ça veut dire quoi? Tu fais une NDE? La seule chose qui reste de ma vie, c'est cette lumière. Je ne suis que cette lumière. Alors explique-nous, Pierre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui t'est arrivé enfermé dans ce corps? Est-ce que tu as des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques, des révélations, des rêves, des expériences de conscience modifiées? Tu parlais de NDE tout à l'heure, est-ce que tu t'en fais une? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu nous dis quand tu dis « je suis une lumière » ? Alors, à un moment donné, dans cette maladie, j'ai un respirateur qui fait à ma place. Et moi, il me reste 5% de muscle. Si je le contrarie, je sais que je vais mourir. Si tu me demandes comment un peu s'est passé cette maladie, je sais si je contrarie la machine de 5%, je suis déjà en tellement mauvais état que 5% en moins d'oxygène, je vais mourir. Donc j'ai mes chances. Alors je commence à faire le coup avec le... C'est-à-dire quand le respirateur m'envoie de l'air, moi je bloque les poumons pour renvoyer l'air dans l'autre sens. Et quand l'aspirateur expulse l'air, je fais en sorte de respirer avec les 5% qui me restent. Donc je contrarie l'appareil et je vais une chance de mourir. On se débrouille avec ce qui reste. Hein. On se débrouille avec... D'accord. Et c'est là où arrive un gars ici, moi j'étais couché comme ça, arrive un gars ici, moi je suis couché, donc le gars il est vertical comme ça. Un gars avec une casquette de capitaine et bourré de verrues, mais ignoble, le gars. Ignoble. Je vois que son profil, ignoble. Son profil passe à son visage. Ah oui, parce que t'es comme ça? Moi je suis comme ça, il est là, de profil, avec la casquette de capitaine, des verrues partout, plutôt gros, comme ça, hein, et il m'engueule. Mais il m'engueule. Mais alors, phénoménal. Mais c'est un personnel de l'hôpital ou t'es où à ce moment-là? Je suis dans mon lit. Avec toute l'assistance respiratoire, etc. T'as une infirmière à domicile? Ah non, je suis à l'hosto, je suis à Garches. Ah, dans ton lit à Garches. Bah oui, non, mais précise-nous. Je suis à l'hosto, dans l'état où on est. Si on déplace la personne, elle meurt. Alors. Ah bon? Oui, je pesais 47 kilos. Oui. D'accord. Donc, tu as du personnel médical. Donc, oui. Est-ce que l'homme que tu vois à côté, là, avec les verrues et la casquette de capitaine, est-ce que c'est personnel médical, une vision? C'est quoi? C'est une vision. Une vision. Peut-être que j'étais dans un délire et que c'était quelqu'un, mais je peux pas. Pour moi, c'est une vision. Et cette vision m'engueule tellement fort que j'ai plus peur d'elle que de la mort. Donc je ne veux plus mourir, tellement il m'a foutu la trouille de la mort. Tellement il m'a fait peur. Il me fait plus peur que la mort, quoi. Alors je recommence à respirer et je sors de là. Oups. Voilà, c'est pour te dire dans quel état on est dans cette maladie. Oui. Et une fois, donc avec des souffrances partout, mais le gars il me dit, tu souffres, mais tu ne vas pas disparaître pour autant, tu restes là. Bon. Et je suis une fois, je ne sais plus quand, parce qu'on n'a plus la mémoire du temps, tu vois, le temps. Et je suis la lumière. Je suis une lumière d'une beauté extraordinaire. Mais d'où te vient cette, entre guillemets, compréhension, révélation quand tu l'affirmes, d'accord, mais suite à quoi tu l'affirmes? Eh ben moi, tu me demandes de me raconter, je me raconte. Oui, mais c'est pour ça que je souhaite comprendre. Oui. Quand tu affirmes ça, d'où te vient cette affirmation? Ben parce que je l'ai vécu.
De même que le gars qui est venu me causer là, avec les verrues, c'est vécu, quoi. D'accord, donc tu es en train de dire, que je comprenne bien, tu vois, tu es en train de dire que durant cette immobilité, le fait que tu s'enfermes dans ton corps, en plus d'avoir cette vision sur le côté de ce capitaine avec ses verrues sur le visage qui t'engueule comme du poisson pourri pour te dire que c'était n'importe quoi ce que tu étais en train de faire, tu as une vision, mais à la rigueur tu peux pas te voir toi-même, donc c'est comme si tu avais une sorte de certitude, une compréhension de la connaissance, de la gnose, compréhension que tu es lumière. Oui, c'est-à-dire je vois l'amour à l'état pur. Je vois vraiment l'amour universel à l'état pur. Voilà. C'est une vision de l'amour. Il y a une forme ou pas? De l'amour sans fin, sans forme, puisque cette lumière n'a pas de limite. Elle n'a aucune limite. Elle est extrêmement forte, plus forte que la lampe qui nous éclaire ici, 10 fois, 1000 fois plus forte, mais elle n'éblouit pas, puisque sa force est uniquement une force d'amour. C'est un amour intangible, universel et éternel, quoi. On ne peut pas y échapper, quoi. C'est comme ça, quoi. Parce que là, ce que tu décris, c'est ce que certains ont pu avoir comme expérience en faisant tes NDE. Oui, c'est une NDE. C'est une Near Death Experience, ou une EMI, expérience de mort imminente en français. C'en est une, oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc j'ai eu cette expérience où en général, les gens qui ont cette expérience disent « j'ai vu la lumière, j'ai vu cette lumière ». Je ne suis pas d'accord. Quand on est dans cette situation-là, on est la lumière. C'est-à-dire que le corps est corporifié, on ne voit plus que son âme, quoi. Franchement, on ne voit plus que l'âme, c'est-à-dire tout l'amour qui est contenu dans l'âme. Oui. Et le corps, et c'est à ce moment-là qu'on passe ou de l'autre côté, on meurt, ou on revient en arrière et on vit. Mais c'est l'état intermédiaire entre la vie et la mort, quoi. Voilà. Un epsilon un peu plus, on va vers la mort, un epsilon un peu moins, on retourne dans la vie. Et c'est l'état intermédiaire où l'âme se manifeste directement par l'étendue de l'amour de cette lumière qui, à ce moment-là, n'est plus une lumière créée, mais est une lumière incréée. Alors, il faudrait revenir sur cette histoire de lumière créée et lumière incréée, sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment en fonction de qu'est-ce que c'est que la chaleur. Voilà, mais on passe sur les détails. Alors, quand une personne, c'est ce que j'apprends chez les psychanalystes que je fréquente au Jardin d'Idées pendant 20 ans, quand une personne connaît cette lumière, alors premièrement, elle est totalement guérie, et deuxièmement, elle est définitivement guérie. Et moi, je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et je vérifie sur moi. Je suis totalement guéri. J'espère que la caméra voit mes pieds. Totalement guéri. Les releveurs de pieds sont parfaits. Les releveurs de pieds sont parfaits. C'est un document, ça. Les releveurs de pieds sont parfaits, les biceps sont parfaits, la tête est parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre d'autre? Les orteils, tout est récupéré, c'est-à-dire tous les nerfs ont été reblindés, ont été isolés. Et d'autre part, on est définitivement guéri. C'est-à-dire que cette histoire m'est arrivée à 33 ans, j'en ai 77, donc ça fait 43 ans. C'est ça? 44 ans. 77 moins 33, 44. Hein. Ouais. Ça fait 44 ans que cette maladie m'est arrivée et elle n'est jamais revenue. Alors, la spécificité de cette maladie atroce, le Guillain-Barré, c'est que les gens ont des séquelles épouvantables. Ils ne peuvent plus. Le releveur de pied, c'est le muscle qui est le plus long à partir de la colonne vertébrale. Il fait 1 mètre de long, ce muscle. Et donc, c'est le muscle le plus difficile à re-isoler par la myéline. Et donc, les gens ne peuvent quasiment plus marcher. Voilà, ils peuvent marcher, mais ils ne peuvent plus enlever le pied, donc ils traînent les pieds. Il est obligé de marcher en traînant les pieds. Donc, effectivement, les psychanalystes qui me disaient ça, ils savent des choses, les psychanalystes.
Je ne sais pas quel est le rapport avec l'inconscient. Ils ont raison de dire que dans cette expérience de mort imminente, celui qui va au bout de l'affaire, c'est-à-dire qui devient la lumière, est définitivement et totalement guéri. Je le constate. Voilà. Mais si on lit la littérature à ce propos-là, hein, on constate que la plupart des gens qui vivent cette expérience sont effectivement totalement guéris. Tu te rappelles de l'EMI en question, l'expérience de mort imminente, est-ce que c'était la nuit, le jour? Est-ce que tu avais voulu à dessein faire quelque chose ou pas? Ah non, là, on est complètement dans le coltard. Là. On est en train de mourir. Donc tu sais même pas comment t'es revenu dans ton corps, quoi. Tu sais pas comment t'es revenu dans ton corps, tu sais pas si c'était la nuit, le jour. Je sais même pas si j'ai quitté mon corps. J'ai été lumière, mais bon. Ouais, je comprends. Ok. Beaucoup de gens se voient quitter le corps. Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. J'ai vu que j'étais lumière, c'est tout. Ouais. Et personne n'est venu me parler. Souvent, le Christ, il arrive, ou un ancêtre, ou tout ça. Moi, j'ai jamais vu personne du tout, rien du tout. Voilà. Et c'était une béatitude, hein, ça c'est sûr. Quoi. C'était une béatitude. Ouais. Quand tu sors de là au bout de 8 mois, extase. Je veux bien le croire, vivre quelque chose d'aussi fort. Quand tu sors de là, tu sais, concernant les questions que tu te posais sur voilà, un étranger, tu es un étranger, ou sur le fait de ces fils qui te manipulent, comment tu vois la vie une fois que tu es sorti de cette maladie? Quelles sont peut-être les questions, les remises en question que tu te poses? Comment... Oui, c'est une connaissance extrasensorielle. On ne sait pas si c'est le cerveau, ou la rate, ou le foie, ou l'esprit, ou le corps qui ressent ça. Quoi. C'est une expérience extrasensorielle. Étranger, tu es étranger, c'est une expérience extrasensorielle aussi. Comme s'il y avait différents niveaux de possibilités de connaissance. C'est-à-dire comme s'il y avait une lumière créée et une lumière incréée. Genre, je rabâche un peu, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça. Quoi. Quoi. Et je sors de là et je suis entièrement guéri et je fréquente Geneviève et je suis amoureux de Geneviève et Geneviève est amoureuse de moi et elle est là. Ma belle-sœur. Encore, mais de ton autre frère? Bien sûr. Putain, c'est ouf. C'est fou. Je savais bien que je te ferais rire. Putain. Et quand je quitte la première belle-sœur, Françoise, je dis plus jamais je ne fréquenterai une belle-sœur, ça met en danger la famille. Parce que ce qui m'arrive avec une sœur d'une des épouse de mes frères remet en danger mes frères. Mais oui. Et je me dis, plus jamais je fais ça. Je m'en tire cette première fois, plus jamais je ne le refais. Et parce que, tac, alors juste avant de parler de Geneviève, comment la séparation avec Françoise est vécue par ta belle-sœur, donc la femme de ton frère Michel? Oh ben ça va, et puis 2 ans après, ils se séparent. Voilà. D'accord. Ouais. Alors Geneviève, donc... que tu connais quoi, très bien même. Pas de mariage avant toi? Bah, elle a 17 ans. Moi j'ai 34 ans, elle a 17 ans. Alors, oh oui, d'accord. On n'échappe pas à son destin. Quand une fille de 17 ans drague un garçon qui a 34 ans, même si le garçon ne veut plus épouser de belle-sœur, il est fini, quoi. D'accord. Alors comment ça se passe? Et puis j'imagine que ça va être embêtant par rapport à ton frère Jacques et à ta belle-sœur. Enfin. Mais il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai? Oui. Et pourtant ils sont au courant de ce qui s'est passé avec Françoise? Oui. Et ça ne pose pas de problème? Et avec Geneviève, tout se passe très bien, il n'y a aucun problème de violence, c'est fini, quoi, ça c'est terminé. Il n'y a aucun problème. On a 2 enfants. Ensemble. Ouais. Donc tu en as 5 en tout alors. Oui.
Et deux enfants, c'est deux garçons? 2 filles, Encore des filles? oui. Comment elles s'appellent? Aurélie Ouais, et Sarah. ok. Donc deuxième mariage. Voilà, on se remarie, mais pas à l'église puisque c'est interdit. Hein. De toute façon, on n'en avait pas envie. Hein. Et on fait un petit mariage comme ça, tranquillos. Et puis on habite à Évry. Et Geneviève a un très joli studio à Paris, boulevard Saint-Antoine. Et elle accepte de le quitter pour venir habiter à Évry. Tu vois, la jeune fille, elle a 22 ans, 23 ans, elle a un joli studio, mais un petit, vraiment une merveille, quoi. Tu sais, c'est ce qu'il faut, quoi. Et elle accepte de quitter le studio pour venir habiter avec moi. Je veux dire, oups. Comment est-ce que tu estimes qu'à ce moment-là, d'avoir eu cette vision que tu es lumière, dans quelle mesure ça impacte ta vie, dans quelle mesure ça change ta vie? Quel regard tu portes sur la vie après avoir retrouvé toutes tes capacités physiques? Ah ben ça vaut que j'ai eu un sacré coup de bol de ne pas y rester. Que la médecine est à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes. Et que je suis réincarné de mon vivant. Allons-y gaiement, comme tous les gens qui ont fait une NDE, ils sont réincarnés de leur vivant. Nous sommes des Christopistes. Donc, plus peur de la mort? Ah ben non, ça c'est trop drôle ça. C'est-à-dire là, alors oui, c'est là où je prends connaissance de l'existence du chamanisme qui m'a séduit. Dans le chamanisme, il est toujours un bon jour pour mourir. Voilà, tout est réglé. Comment tu prends connaissance de ça? Est-ce que parce que tu te poses des questions sur ce que tu as vécu, tu cherches, tu fouilles, voir si d'autres cultures en parlent ou si à travers ta propre culture on en parle? Comment ça te tombe dessus? Oui, bien sûr, je me lance dans toute l'expédition d'apprendre ce que c'est que l'inconscient chez les psychanalystes, d'apprendre ce que c'est qu'une expérience proche de la mort, d'apprendre ce que c'est que le transgénérationnel. Le transgénérationnel et le chamanisme vont de pair, puisque le chamanisme, c'est quand même aller rencontrer ses ancêtres, hein. C'est-à-dire leur dire bonjour, comment ça va, merci, quoi. Grosso modo, quoi. Même si la vie est dure, voilà. C'est-à-dire renouveler le rire curent nos ancêtres lorsqu'ils nous firent. Ah, c'est du français. Ben ouais. C'est-à-dire, pour faire un gosse, il faut rigoler, quoi. Ça, on ne fait pas de gosse. Que ce soit un plaisir de tirer un coup, que ce soit un plaisir de faire un gosse. Mais attention, le plaisir de tirer un coup pour faire un gosse, wow. Alors ça, ouf. Ah, ça va loin. Oups. Ah ouais, c'est fort, ça. C'est une expérience merveilleuse, quoi. Ah ouais, c'est trop beau, ça. Ah ouais, c'est magnifique, ça. Mais c'est rejoindre la religion, c'est-à-dire enfin la religion, oui, l'ascétisme, c'est-à-dire on ne fait l'amour que pour faire un enfant. Voilà. Ben ça non, mai 68 est passé par là, bien le bonjour chez vous. Mais c'est vrai que c'est quand même une expérience fabuleuse de savoir que à deux on va faire l'amour pour faire un enfant. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est ce que tu fais avec Geneviève? C'est ce que tu fais avec Geneviève? Oui, on a fait ça, voilà. Comme tu as fait peut-être aussi avec Françoise, non? Ben, Françoise, le problème, c'est que, bon, d'une part, le fait de faire des enfants était moins, comment ça s'appelle, on était obligé de faire un gosse quand on faisait l'amour.
Tu vois, non, mais D'accord. ça s'appelle comment ça? Je sais plus. La pilule. Oui, là tu peux faire en sorte de... Oui, c'est ça. Mais à On l'époque de pourra voir, oui. Françoise, et bien qu'elle connaisse les premières personnes qui s'occupent de la contraception, on faisait des enfants, on ne savait pas quand. Alors qu'on pouvait le savoir, puisqu'elle avait la contraception. Mais bon, et avec Geneviève, c'était réglé, quoi. Voilà. Voilà, c'était réglé, sinon qu'elle a avorté quelques fois. Bon, ben oui. À 17 ans, elle se retrouve enceinte, quoi. Ben oui, ça rentre pas. Et donc là, elle se fait avorter pour le coup. Ben oui. Donc quelque part, tu recommences une histoire exactement au point où tu finis la précédente. Exactement. Mais c'est en même temps l'histoire universelle des femmes, hein, l'avortement. C'est l'histoire universelle des femmes. Hein. Pourquoi? Bah parce que quelle femme n'a pas avorté, quoi. Il y en a. Ouf. Elles doivent exister, donc... Oui, c'est ça, il y en a. On peut parler peut-être de généralité, mais ça doit exister. Oui, ça doit exister. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, écoute, je ne sais pas, j'ai pas de statistiques Bah, sous si, les bah, yeux, si, donc... c'est bien, bah oui, c'est bien. Oui, non, enfin, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez répandu. Lorsque... donc comment, parce que tu n'as pas répondu à la question, comment tu découvres le chamanisme? Alors, le chamanisme. Donc, je suis partie prenante d'un livre qu'on n'a pas cité, là. Donc, je suis partie prenante du livre qui s'appelle La mort transfigurée, dans lequel je fais un chapitre sur 15, on était 15 auteurs, je fais un chapitre dans le livre La mort transfigurée qui s'appelle Les expériences proches de la mort font-elles perdre le nord? Voilà, donc c'est un livre aussi que j'ai écrit. Et je me lance là-dedans pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, loin, dans cette expérience d'amour. Voilà. Et donc on bosse comme des fous, et c'était l'époque vers 1990, quoi, où les gens se sont lancés comme des fous là-dedans, stupéfaits de qu'est-ce que c'est que la conscience, quoi, puisque il y a des gens qui font des expériences proches de la mort, qui vont au plafond, et quand ils redescendent, qui sont déclarés dans le coma avec le cœur artificiel et tout, ils disent oui, l'infirmière, là, elle avait un ruban rose dans les cheveux, et le médecin a des belles moustaches, quoi. Voilà. Alors qu'ils étaient dans le coma, quoi, morts, quoi. Donc je me lance là-dedans dans une association qui a fait paraître ce livre, qui est en téléchargement gratuit sur Internet, La mort transfigurée. Voilà. On n'a pas le droit d'auteur, rien du tout. Et dans ce groupe, où il y avait beaucoup de médecins et beaucoup de psy, arrive un psychanalyste, précisément, Didier Dumas, que je travaille avec lui, et c'est lui qui m'emmène dans le chamanisme, parce qu'il s'occupait aussi des expériences proches de la mort, il m'emmène dans le chamanisme, parce que lui soignait ses clients avec le chamanisme. C'est-à-dire c'est lui qui m'apprend la sweat lodge, la loge humide. Lui-même était chaman? Lui-même officier était en tant que chaman? psychanalyste. Il ne s'est jamais dit chaman, il a Oui, dit oui, je oui, suis oui. psychanalyste et je soigne mes patients comme Alors, ça. est-ce qu'il officiait ou il allait voir un chaman Non, il n'officiait pas. Il était partie prenante dans la loge, mais il n'était pas meneur de loge. D'accord. Non. D'accord. Voilà. Et donc tu peux expliquer, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une sweat lodge? Oui, une sweat lodge, on est dans un champ, on construit une hutte avec des morceaux de bois et puis dessus on met des pots ou des couvertures et à 5-6 mètres on fait un feu avec des pierres dedans et quand les pierres sont au rouge, on les amène dans la hutte qu'on vient de faire avec les couvertures, on ferme la porte et on a très chaud. Et on verse de l'eau sur les pierres, c'est un sauna, si on veut dire, c'est un sauna dans les champs. Voilà, c'est ça. Oui. C'est une tradition chez tous les peuples terrestres de faire des sweat lodges, des loges humides. Hein. On en a trouvé partout, en Sibérie, aux États-Unis, en Patagonie, il y en a partout. Donc tu suis Didier Dumas dans cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse? Donc, tu dis tu pars en quête de la notion d'inconscient,
de qu'est-ce que la conscience quelle réponse penses-tu trouver qui viendrait combler c'est quoi ta question fondamentale? Qu'est-ce que, pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai le sentiment d'être une lumière? D'où ça vient? C'est toutes ces questions-là? Oui, alors il y a d'autres questions. Il y a la question universitaire. Donc je suis docteur. Et ça rejoint, j'espère que je réponds à ta question. Je suis docteur. Donc quand on est docteur, le laboratoire dit à Alain Pétran, qui est enfin directeur de recherche, quelle recherche veux-tu? Parce que le sujet de thèse est imposé. Et après la thèse, on choisit un sujet de thèse. Et je propose un sujet de thèse invraisemblable qui est les transmutations nucléaires dans le vivant. Dans le truc qui tue, quoi. Hein. Et le laboratoire, très gentiment, me répond qu'il n'est pas outillé pour ça. Voilà. Et c'est vrai que sur ce sujet de recherche générale, c'était pas ça. Donc je tente ma chance aussi, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse parce que je suis devenu macrobiotique, et dans la macrobiotique, on adopte le yin et le yin est dans le yang, et le yang est dans le yin, donc pour arriver au zen. Hein. Et donc, comment les transmutations nucléaires peuvent se faire quand une graine germe. Ouais, c'est un peu... Barré. C'est pas le guilin barré, mais... Oui, c'est un peu... comment... est-ce que tu es encore macrobiotique? Et Est-ce que tu es encore macrobiotique? Non, j'ai cessé. Ok. Quand tu te lances dans cette aventure de la macrobiotique, est-ce que c'est après être sorti du guilin barré? Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où Richard Gombin, qui m'accompagne... Ton voisin? Oui, mon voisin, qui nous accompagne depuis des années, arrive un jour et dit à Geneviève et à moi, avec son épouse, il dit, maintenant vous êtes végétarien parce que la société exige que nous devenions végétariens vu sa violence. Et c'est absolument une exigence si toi, Pierre, en particulier, tu veux commencer à faire une recherche valable. Parce qu'il faut changer le cerveau d'abord de tout le sang que tu absorbes. Voilà. Une recherche valable, c'est-à-dire que tu étais déjà en recherche? Tu étais déjà en recherche dans ce cas-là? Oui, il m'a pas raté. Il m'a pas raté, le Richard. Et il me dit, si tu veux arriver à avoir un sujet de recherche qui t'intéresse, eh bien, deviens végétarien, macrobiotique, macrobiotique, pas végétarien, macrobiotique. Et puis, comme ça, tu pourras poser à ton laboratoire le sujet des transmutations nucléaires dans le vivant. Voilà. Moi, je suis le truc. Et c'est lui qui ouvre une petite blague et qui sort l'herbe et qu'on met dans le tabac. Et c'est une révélation, quoi. Je trouve vraiment une partie de l'amour que j'ai vu dans la lumière, je la retrouve dans l'herbe, quoi. Franchement, c'est une herbe qui rend amoureux, quoi. Oui. L'herbe, donc la marijuana, on entend. Hein. Oui, la marijuana. Oui. Et donc, il m'ouvre effectivement par le biais de l'herbe, au moins. Parce que pendant mai 68, tout ça s'était passé sous le nez. Oui. Ah ouais, total, quoi. Totalement. J'ai jamais fumé un joint avant que Richard n'en amène un à 40 ans. Pour mon premier joint, c'est à 40 ans. C'est une révélation. Hein. C'est une révélation. Et amoureuse. C'est-à-dire, l'univers devient aimable. Plus les filles. Enfin, les filles, de toute façon, pas de problème. Mais l'univers devient aimable. Oui. Il devient... Sa découverte, son étude, devient aimable. Ce n'est plus une compète. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. La recherche de l'univers dans ce qu'il est n'est plus une exigence, n'est plus un devoir, n'est plus... c'est un plaisir. Voilà. C'est-à-dire, on arrive comme ça au pari du chercheur s'il veut trouver, c'est-à-dire que s'il trouve, c'est formidable, et s'il ne trouve pas, et qu'il a passé sa vie sur un truc et qu'il ne trouve pas, il dit, c'est très bien comme ça. Voilà. Il ne se flingue pas parce qu'il ne trouve pas. Il est très content s'il trouve, et s'il ne trouve pas, ça ne fait rien. Voilà. Donc c'est la pacification dans la recherche. La recherche devient possible, quoi. C'est tous les jours un bon jour pour mourir.
Qu'est-ce que tu penses de la macrobiotique alors? Tu as expérimenté combien de temps? Alors, donc, je sors de mon hosto avec mes 47 kilos, maigre comme un clou, mais j'étais un cadavre, les gens ne pouvaient pas me regarder. J'étais un cadavre. Je regrossis et je récupère pas bien, quoi. Je récupère pas bien les muscles comme ça, les releveurs de pied. Je fais le malin maintenant, mais bon, les releveurs de pied traînent un peu, je m'écroule par terre. Je récupère quand même déjà, même là, très très bien par rapport à ce qu'on peut lire sur Internet des gens, c'est ignoble, quoi. Et j'imagine que les médecins n'ont pas d'explication. Les médecins n'ont pas d'explication et... Mais non, les médecins vont pas dire vous avez un Guillain-Barré parce que je vous ai vacciné. Oui, non, je veux dire, sur le fait que tu guérisses. Non, c'est complètement aléatoire. C'est totalement aléatoire. Alors, ils sont dans des traitements maintenant pour guérir. Je peux te dire qu'on ne sait pas s'il faut se faire traiter ou pas. Donc, je suis quand même pendant 4-5 ans en récupération, mais c'est un peu vaseux. Et là-dessus, Richard me dit, maintenant, tu es végétarien. Geneviève, moi, je lui dis, laisse tomber. Geneviève, un jour, elle dit, maintenant, il n'y a plus rien à bouffer, sinon que du soja et du blé ici, et du riz. Et Parce que Geneviève te suit aussi, elle se met à la macrobio? oui, c'est elle qui s'y est mise, c'est pas moi. Ah bon? Ben oui, c'est elle qui vire tout. Moi, je ne parle que de Tintin, sauf siffleur. Et c'est Geneviève qui... C'est Geneviève qui dit, j'ai tout viré, t'as plus que maintenant à manger que du soja, du blé, du mil, du quinoa et du chou. Voilà. Sous la haute surveillance de Richard Gombin qui dit, ça non, ça non, ça non, ça oui. T'as pas repris la cigarette? Non, la cigarette, j'ai gardé. Et en plus, non seulement la cigarette, mais en plus... Le pétard. Le pétard. Et en 6 mois, je suis totalement fini de guérir. Voilà. Donc, sur les sites internet de des gens qui ont des séquelles terribles encore de Guillain-Barré 10 ans après, 20 ans après, je leur dis devenez végétarien, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est la seule façon de calmer le corps. Parce qu'un corps de Guillain-Barré est fou. Parce que si on appuie ici, étant donné que les muscles, que les nerfs sont en court-circuit, on a une décharge ici. C'est horrible. On t'appuie ici, tac, t'as un point ici. Hein, c'est atroce, quoi. Et le corps est fou. Le corps est en court-circuit, il est fou. Et j'ai vécu le fait que le régime macrobiotique, végétarien macrobiotique, je préfère dire macrobiotique, guérit effectivement les nerfs. Ah, c'est pas la même chose, hein. Entre végétarien et macrobiotique, c'est pas la même chose. Hein. Oui, ça a quand même des rapports, quoi. C'est oui, arrêter l'animal, quoi. Oui, sauf que la macrobiotique, comme tu l'as dit, il y a cette notion du yin et du yang, c'est bien spécifique, c'est quand même, c'est une science. Hein. Oui, c'est apprendre à devenir un guerrier. La macrobiotique, c'est être un guerrier, c'est-à-dire être un samouraï. Voilà, dans quelles conditions tu vas te faire couper la tête, et dans quelles conditions c'est toi qui vas couper la tête. C'est une lutte implacable, la macrobiotique, c'est implacable. Ouf. C'est vraiment le samouraï qui va avec son sabre ou couper ou se faire couper. Tu l'es encore aujourd'hui? Non, j'ai arrêté. Parce que quand les enfants sont... Donc avec les enfants, les derniers, là, Aurélie et Sarah, quand elles ont eu 6-7 ans, qu'on était dans la macrobiotique totale, elles sont allées à l'école, elles disaient, tiens, on a trouvé une tranche très fine comme ça à l'école, c'est super bon, c'est tout rose. Pourquoi il n'y en a pas à la maison? Toi, c'est le jambon. Alors donc là, elles ont cassé toutes les barrières. Ah bah ouais. Et le jambon est revenu à la maison avec le saucisson. Oui. Et comment a agi Geneviève? Comment elle s'est sentie par rapport à ça? Eh bien, autant c'est elle qui a voulu lancer la macrobiotique, hein, et autant c'est elle qui a dit, ouais, maintenant le jambon, allez hop, il revient, quoi. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ok. Et moi je disais, non, pas de jambon, pas de jambon. Elle disait, allez, ça va. D'accord. Mais au savoir, le fondateur de la macrobiotique, il a dit, si vous faites une macrobiotique vraiment efficace pendant un certain temps, c'est-à-dire en légiférant vraiment franchement sur ce que vous pouvez ou pas absorber, quand vous aurez fait ça bien sérieusement, vous pourrez manger n'importe où, vous êtes guéri. Et ouais, ben c'est vrai. C'est un bon truc. Hein. Donc tu poses aussi des questions sur la notion du yin et du yang, du plus et du moins. Est-ce que ça t'aide pour le chimiste physicien que tu es, mathématicien? Eh bien, est-ce que cette notion du plus et du moins, du yin et du yang,
la vision du Tao, Oui. est-ce qu'elle t'aide ou elle t'intéresse dans le cadre de tes recherches scientifiques? Alors là, effectivement, c'est fondamental cette recherche de la dualité, parce qu'en fait, c'est la dualité. C'est ça, ouais. C'est-à-dire, le seul moment où la dualité est abolie, c'est dans l'extase. Étranger, tu es étranger, n'avoue jamais, c'est une extase. Être la lumière dans cette maladie, c'est une extase, c'est-à-dire c'est l'abolition de la dualité, c'est-à-dire qu'on peut enfin aimer ce que l'on est. Puisque dans l'amour duel, l'homme ne peut aimer qu'une femme ce qu'il n'est pas, et la femme ne peut aimer un homme que ce qu'elle n'est pas. On ne peut aimer que ce que l'on n'est pas dans l'amour duel. Et dans l'amour de l'âme, les âmes peuvent s'aimer étant donné qu'elles n'ont pas de sexe. Elles quittent la dualité, quoi. Oui. Donc, est-ce que ces concepts du yin et du yang, notamment à travers peut-être la macrobiotique, mais je ne sais pas dans quelle mesure tu as approfondi ces notions de la macrobiotique, mais est-ce que ça a pu t'aider dans tes recherches scientifiques? Donc, ça devient fondamental en mathématiques. Par exemple, les mathématiques connaissent les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 chiffres, et avec ça construisent des nombres. Alors les nombres, 25, 32, 1 milliard, 60, mais ils construisent deux sortes de nombres. Les mathématiques, ils construisent les nombres positifs et les nombres négatifs, par exemple. Donc dans la mathématique aussi, dans l'arithmétique, puisque c'est l'arithmétique dans les mathématiques qui s'occupe des nombres, il y a déjà la dualité, les nombres positifs et les nombres négatifs. Alors, est-ce qu'on peut enlever cette dualité dans les mathématiques, c'est-à-dire en enlevant le signe, parce que les nombres positifs sont précédés du signe plus, et les nombres négatifs sont précédés du signe moins. Maintenant, tu m'emmènes dans un truc, tant pis. Hein. Alors, donc, il faut supprimer le signe du nombre, parce que le nombre n'a pas besoin du signe. Il n'y a que l'opération qui a besoin du signe. Alors, si on veut enlever le signe du nombre, il faut trouver des nombres sans signe, mais qui puissent admettre aussi la positivité et la négativité, c'est-à-dire la dualité. Alors, par exemple, proposons que les nombres positifs, par exemple, le nombre 1 positif, c'est 1, 0, et que le 1 négatif, moins 1, ce soit 0, 1. Et voilà, on a distingué les chiffres, les nombres entre eux, en enlevant le signe, et uniquement avec des nombres. Les nombres négatifs commencent toujours par 0. Et comment tu ferais pour 10, pour représenter 10? Pour représenter 10, eh bien, si tu veux représenter plus 10 ou moins 10? Plus 10. Plus 10, tu écris 10 et un 0. Alors, il faut trouver un signe qui distingue ce 0 de... Alors, tu n'as pas besoin, tu écris 10. Alors, maintenant, tu veux écrire moins 10. Non. Si tu mets 10, tu as dit que par exemple, que le plus 1, pour enlever le signe, tu mettrais 1 et un 0. C'est ça. Mais 1 et un 0, c'est 10. Donc 10, tu le représentes comment? Alors donc, pour écrire 1, tu n'écriras que 1, tu ne mets pas de 0 derrière. Mais maintenant, pour écrire moins 1, tu écris 0, 1. Mais de toute façon, on ne met pas plus 1. Enfin, quand tu écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de plus devant, sauf quand tu veux les additionner. Eh ben ou oui. Les soustraire. Ben si, tu peux arriver sur un résultat d'une équation qui est négatif. Tu peux trouver moins 5. Oui, les moins, oui, mais pas les plus. Les plus, on ne... Et c'est une facilité, théoriquement, on doit le mettre. Ah bon? Mais bien sûr. Ben oui. Bien sûr que tu dois le mettre, mais une facilité, pour abréger l'écriture, on ne le met pas. Mais théoriquement, tu dois le mettre. Tu dois autant mettre le signe moins que le signe plus. Mais bien sûr. Mais oui. Mais comme quand c'est plus, donc quand c'est 1, 0, de même qu'on ne met pas le signe plus, quand c'est plus 1, on enlève le 0. Voilà, donc tu restes 1, et pour dire moins 1, tu écris 0, 1. Donc tous les nombres qui commencent par le 0 sont négatifs. Oui, ça c'est facile. Donc tu as enlevé le signe. Et pourquoi tu me posais cette question? C'est savoir où m'a mené la dualité du yin et du yang. Ouais. Et bien par exemple à celle-là. C'est-à-dire le fait que les mathématiques ne comptent pas des chèvres, ne comptent pas des tuiles, ne comptent pas des gens, ne comptent pas des carottes, ne compte pas combien il y a d'univers. Tu veux dire les mathématiques fondamentales, enfin pas... L'arithmétique. La mathématique pure. Fondamentale, c'est l'arithmétique. Oui. C'est pas le combien il y a de tomates. Non, ça c'est pas l'arithmétique. L'arithmétique, c'est qu'est-ce que signifie un chiffre.
ou un nombre. Qu'est-ce que comptent les mathématiques? Ils ne comptent pas les tapis, ils ne comptent pas les tables, ils ne comptent pas les chaussures. Qu'est-ce qu'ils comptent? Ils ne comptent rien. Ils ne comptent absolument rien. C'est-à-dire que les mathématiques sont l'art de compter les zéros. Puisque le rien en mathématiques a même un nom, ça s'appelle le zéro. Oui. Donc l'art des mathématiques, c'est compter le nombre de zéros. Ils ne comptent pas les chèvres, ils ne comptent pas les tapis, ils ne comptent pas les dents, ils comptent rien. Et ils comptent le zéro. Il essaie de définir le monde qui nous entoure et les lois qui régissent l'univers à travers des chiffres, non? Oui, mais en pensant ces chiffres à l'aide de rien. C'est-à-dire que les mathématiques sont directement branchées au néant, la féerie du néant. Les mathématiques sont directement l'expression du néant. Si un créateur veut créer, par exemple Dieu, pour prendre un exemple, Ouais. voilà. Si un créateur veut créer, de quoi doit-il partir pour créer? S'il part de ce qui existe, il transformera ce qui existe en quelque chose d'autre, d'accord, mais ce sera quand même une copie. Alors, rien de secret, tout se transforme, en tout cas dans ce monde matériel, mais du néant. Donc si le créateur veut vraiment créer quelque chose qui n'a jamais été, il faut qu'il aille à la pêche dans le néant, où là il n'y a rien. Et que de ce rien il fasse quelque chose, une créature. Et à ce moment-là, il n'est pas un copieur, il est un créateur. Le néant est le lieu de la quête du créateur. C'est là où il va à la pêche. Comme toi quand tu étais jeune. Oui, exactement. Parce que le gibier est visible alors que le poisson en général est invisible. Donc il y a une différence entre la pêche et la chasse. Et comme ça, en allant vers le néant pour trouver le lieu de la création, alors qu'est-ce que Dieu? Quelle est la singularité ultime de Dieu? Est-ce que c'est qu'il est infiniment puissant, infiniment grand, infiniment bon, infiniment méchant, infiniment... Bon, peut-être, mais ça on est capable aussi. Hein. Ce qui transcende le plus et le moins, de toute façon, c'est tout et son contraire. C'est tout en son contraire, mais c'est pire que ça, ou c'est mieux que ça. C'est que Dieu est le seul être qui n'a pas été créé. C'est ça la singularité de Dieu. La singularité ultime de Dieu, c'est celle-là. C'est un être qui n'a pas été créé. Et qui a créé. Mais sa singularité, c'est qu'il n'a pas été créé. Nous sommes les choses de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Donc on peut dire que nous sommes des choses. Nous sommes créés. Et après se pose le souci de savoir si la chose peut créer elle-même, c'est-à-dire peut devenir un peu divine. C'est-à-dire, est-ce que la chose a elle aussi un petit peu accès au néant, le lieu de la création. Voilà, c'est ça, à mon avis, le dialogue qu'il y a entre moi et Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu me laisses une part de néant pour que je sois, bien que je sois ta chose, tu me laisses une part de néant pour que moi aussi je sois créateur. Et qu'est-ce que ça implique de créer alors, d'après toi? Puisque tu dis une part de néant pour que je puisse être créateur. Donc je te pose la question, qu'est-ce que tu souhaites créer ou qu'est-ce que tu as souhaité créer, Pierre? Oui. Est-ce que l'univers a été fini de créer? Non, toi? Oui, moi je m'intéresse qu'à l'univers. Mais donc tu parlais tout à l'heure, tu es un Christ, tu estimes être un Christ, dans le sens de faire que tu es tout, ou une partie du tout. Et dans ce sens-là, la question que tu soulevais, c'était Dieu, la source, appelons-le comme on veut, s'il te plaît, laisse-moi une partie du néant de façon à ce que je puisse créer moi aussi. Donc je te pose la question, est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as une part du néant? Donc pour le coup, par rapport à la première partie où tu avais le sentiment d'être un peu ce pantin, d'être le jouet du destin, etc., est-ce que tu as le sentiment de créer ou de pouvoir créer aujourd'hui? Oui. Alors, est-ce que la chose, moi-même, qui suis une chose, a le pouvoir de créer? Oui. Alors, je répondrai avec prudence, mais quand même, je le dis, j'ai un pouvoir créateur, oui. J'ai un pouvoir créateur
en ce qui concerne la lumière. Étant donné que, quand je te regarde, je ne vois que ta surface. Je ne vois pas ton œsophage, je ne vois pas ta rate, ta dilate, tes dents, sauf quand tu souris, mais sinon, je ne vois que ta surface. La lumière ne renseigne que sur la surface. Si je vois le mur, je ne vois que la surface du mur. La lumière est un phénomène superficiel. La lumière est un phénomène superficiel, c'est un phénomène de surface. Or, est-ce là où j'ai un pouvoir créateur sur la surface? Eh bien, je suis un sculpteur, donc j'ai un pouvoir. Hop. Oui. Je sais pas, est-ce que c'est toi qui décides ce que tu sculptes? Oui, bien sûr. Ça, c'est une autre question. Maintenant, si je prends pour être créateur, si je prends une toile et des couleurs, je peins la toile. Donc, est-ce que je suis guidé? Est-ce que je ne le suis pas? Je ne sais pas, mais ça, de toute façon, c'est moi qui ai fait le tableau. Et je suis créateur en ce qui concerne la surface, la chose est créatrice. Est-ce que c'est uniquement là qu'elle est créatrice? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule chose que je sache faire et que je puisse faire, c'est créer de la surface. Je ne peux pas créer de la masse. Un enfant? Non, on peut pas. Un enfant ne peut pas créer de la masse. Non. Oui. Toi, en tant que père, Oui. engendrer avec une femme un enfant, c'est une masse. Non. Oui. Mais c'est une masse qui vient d'une autre masse. Ça vient de la masse de ce qu'il a mangé. Pas peut-être que ça, entre la gamète masculine et l'autre féminine, de tous ces différents éléments, les hormones, le ventre de la mère, tout nourrit l'enfant peut-être. Alors après, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je te posais la question, si tu considères un enfant comme étant le résultat, le fruit d'un homme et d'une femme, est-ce que c'est juste de la surface ou est-ce que ça a un fond Un enfant, c'est sûr que ça a une masse. Donc c'est pas que de la forme alors? Un enfant a une masse, Alors, plus sa surface. Ouais, alors est-ce que c'est une surface? Mais moi je parle de ce que je vois de l'enfant. De l'enfant, je ne vois que sa surface. Je peux le peser. Ouais. Mais alors là, je peux dire que si on s'engage dans le problème du poids et de la masse, ça va être peine de la tarte. Mais c'est pas uniquement ce que tu vois. Oui. C'est-à-dire que si par exemple là il y a une table devant nous, tu regardes la table, tu la vois et la manière dont tu la vois est unique. La perspective que tu as de la table, elle est unique. Et moi, la perspective que j'en ai, elle est autre, elle est unique aussi. Pourtant, c'est la même table. Donc, on est créateur, ne serait-ce que par rapport au point de vue qu'on tient, toi et moi, de l'endroit où on est. Est-ce que la forme est une information ou est-ce que l'information, est-ce que l'information n'est que le changement de la forme? Voilà. Est-ce que la forme est une information en soi ou est-ce que c'est le changement de forme qui est une information? Et pourquoi pas les deux? La forme, je n'y suis pour rien. La forme d'un rocher, la plupart des choses, je suis pour rien dans leur forme. Hein, la table, c'est moi qui l'ai faite, je suis d'accord, je suis responsable. Mais la plupart des choses, je suis pour rien dans leur forme. Quand je vois une vache, c'est une vache. Voilà. Et je reconnais la vache uniquement par sa forme. Parce que je distingue le cheval de la vache uniquement par la forme. Est-ce que c'est une information ou est-ce que l'information, c'est que lorsque j'aurais coupé la vache pour faire un beefsteak? C'est les deux. Enfin, je sais pas. Quand tu coupes, si tu veux aborder la vache, par exemple au niveau de l'ADN, tu la coupes,
tu la fragmentes, tu la sépares, etc. Tu vas observer certaines informations contenues dans elle que tu ne pourrais voir et qui sont que spécifiques à la vache et que tu ne peux voir que quand tu l'as, entre guillemets, peut-être découpée. Tiens, la vache a 2 panses pour digérer. Je ne pouvais voir cette information qu'en coupant la vache, par exemple. En science pure et dure, c'est-à-dire en physique, hein, alors pour venir à la physique, l'énergie n'est pas créable. La quantité d'énergie qui est dans l'univers, c'est le premier principe de la thermodynamique, l'énergie qui est dans l'univers est constante et indestructible. Je n'ai aucun pouvoir de création en ce qui concerne l'énergie. Mon pouvoir de création, c'est prendre de l'énergie électrique et faire de l'énergie calorifique, ou prendre de l'énergie gravifique et faire de l'énergie chimique, ou des trucs comme ça. Mais la somme des énergies de l'univers, je ne peux absolument pas y toucher. C'est le premier principe de la thermodynamique. Je n'ai aucun pouvoir de création en ce qui concerne l'énergie. Dans le cadre de l'énergie, où ai-je un pouvoir de création? C'est dans l'entropie. Alors là, on peut dire qu'on s'envole dans des trucs. C'est en ce qui concerne l'entropie. Donc l'entropie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les forces qui tentent à détruire, à faire en sorte que ce qu'on voit retourne au néant, si on peut dire ça comme ça. Alors l'entropie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je les plains, sincèrement, parce que il va falloir qu'ils l'apprennent. Et franchement, personne ne sait ce qu'est l'entropie, étant donné que l'entropie, c'est ce que nous ne savons pas de l'univers. Mais attention, c'est philosophique. Hein. Mais oui, l'entropie, en fait, c'est ce que nous ne savons pas. Et l'entropie, c'est la moitié de la chaleur. Étant donné que la chaleur, c'est la multiplication de l'entropie par la température. Alors la température, on sait ce que c'est, on a le thermomètre. Bien qu'on ne sache pas très bien ce que c'est que la température. Et de l'autre côté, si on multiplie cette température, par exemple 300 degrés, par l'entropie, on obtient la chaleur, par exemple 4000 calories. La chaleur, c'est des calories ou des joules, hein, ça dépend si on est dans le truc. Donc si on multiplie des degrés par de l'entropie, on obtient de l'énergie, sous forme de chaleur. Donc si on multiplie la température par ce qu'on ne sait pas, l'entropie, on obtient de la chaleur. Alors est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la chaleur? Voilà, et en ce moment, en science, on est dans cette idée, là encore, que la Terre soit plate ou pas, etc. Mais n'empêche que même le concept de chaleur est incroyablement abstrait. C'est d'un domaine d'abstraction incroyable. La seule chose que nous puissions faire, c'est de l'entropie, c'est-à-dire foutre le bordel. C'est-à-dire, je prends ce mur qui est parfaitement lisse, je prends un burin et un marteau et je pète le mur. Donc le mur qui était d'un seul tenant, j'en fais 50 morceaux. Donc j'ai foutu le bazar. Donc l'entropie variera de 1 à 50. Elle augmentera de 50. Si je fais 50 morceaux, elle augmentera de 50. Parce que les morceaux, on ne peut plus les remettre en place. Sinon, il faut une étude de 3 ans pour arriver à recoller la potiche grecque de façon correcte. Eh bien, c'est ça l'entropie. Donc, on navigue là-dedans. Et à mon avis, le pouvoir créateur que nous avons est au niveau de la surface, c'est-à-dire mettre le bazar, quoi. Même si mettre le bazar, c'est prendre un cube en marbre, et dedans, faire la Vénus de Milo. Mais n'empêche que si on regarde tous les morceaux qu'on a cassés pour faire la Vénus de Milo, qui est une perfection, qu'est-ce que c'est que tous les morceaux qui sont par terre? Alors, est-ce qu'on les fout sous le tapis? Ou est-ce qu'on commence à en prendre soin et à voir ce qu'il y a là-dedans? Et en particulier au niveau d'arriver à reconstituer le bloc de marbre. Voilà l'entropie. En ce qui concerne la chaleur, en ce qui concerne l'énergie, c'est un peu ce qu'on sait faire, quoi. C'est changer l'une en l'autre,
Et arriver au degré ultime de toutes les énergies, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est mettre le bazar dans le système. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est pas grave parce que c'est intéressant parce que on était parti en même temps avec le chamanisme et de la macrobiotique et des questions d'ordre existentiel ou essentielles qui étaient les tiennes avec Geneviève et finalement la souplesse avec laquelle vous étiez rentré, sorti, la macrobio et puis pour toi qui avais passé mai 68 propre comme un sous-neuf entre guillemets de t'être mis à fumer un joint avec ton ami Richard, ton voisin, enfin ton ancien voisin en tout cas. Bref, on voit l'ouverture en plus avec Dumas qui t'ouvre aux questions d'ordre de la conscience, l'inconscient, du transgénérationnel. Qu'est-ce que tu découvres chez les chamans? Parce que je sais aussi, on peut en parler pour les internautes, tu es parti en Amérique du Sud, bien des années peut-être après, au Pérou. Tu as été brocanteur. Voilà, alors explique-nous un petit peu comment on fait entre guillemets ces différents écarts. Qu'est-ce qu'il y en a avec Geneviève aussi par rapport à tout ça? Elle fait aussi la Sweat Lodge? Je dirais non, jamais. Les gars, je leur dis venez, jamais. Ah non, pas question. À croire que, est-ce que c'est l'amour avec Geneviève qui t'ouvre littéralement, c'est d'être sorti de la maladie qui t'a ouvert à ce point? Enfin, il y a un changement radical là. Pierre est totalement un nouvel homme. Il a été forgé à l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc est présent, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire avec Geneviève, il n'y a plus de drame. Par exemple, le laboratoire de recherche me refuse le sujet des transmutations nucléaires dans le vivant quand les graines elles germent. Ah ben voilà, c'est très bien. Et il refuse ma promotion du fait, parce que je devais venir mettre 2 confs, alors j'étais qu'assistant. Alors je dis, bon, ben vous refusez, donc je dis rien du tout, mais vous refusez cette promotion, vous refusez mon sujet, donc moi je ne fais plus que l'enseignement à la fac, et je deviens antiquaire. Donc je deviens antiquaire et je m'amuse beaucoup, tranquillement, en ayant les gosses, Aurélie et Sarah, tranquillos, avec Geneviève. On avait la boutique, le pavillon entier pour nous, le jardin, les gosses, la boutique, la cuisine, tout ça, la camionnette, le garage, le parking, et puis voilà. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu te lances dans la brocante, le côté antiquaire, d'où ça vient ça? Oui, alors ça vient d'où? Ça vient effectivement d'un attachement viscéral aux ancêtres, quoi. Il n'y a rien à faire. Sans arrêt, il faut que j'aille les revoir. Ce n'est pas possible que je m'échappe une seule seconde de la mainmise des ancêtres sur ma personnalité. Et ils sont tout le temps là en train de me dire, regarde ça, ça a 100 ans, c'est magnifique, allez, vas-y, mais oui, mais d'accord, mais il y a l'art nouveau. Là. Et voilà, donc je suis comme ça, quoi. Tout le temps, sans arrêt, à la recherche des ancêtres. Et je tiens 8 ans avec Geneviève, très super bosseuse, on a 2 gosses, la boutique, moi je fais l'enseignement. Geneviève arrête de bosser, donc elle est à la maison avec les gosses, c'est merveilleux. Ouais, super. Dans un pavillon, hein. Avec la boutique dans le pavillon. Super. Et puis on mène notre bac comme ça. Et puis au bout de 8 ans, j'en peux plus, c'est tellement fatigant. J'avais 50 ans quasiment, c'est tellement fatigant qu'on arrête. On vend le fonds de commerce super cher, mais super pas cher en même temps. Super cher par rapport à quoi on l'a acheté, mais super pas cher par rapport à ce qu'il vaut. Il y a un coiffeur qui est encore là dedans, et tout va bien. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, tu me dis... Justement, où ça en est avec Geneviève, les enfants Avec Geneviève, on se sépare. Pourquoi? Alors, on se sépare parce que... Mais on a vécu 30 ans ensemble, hein, fait les 2 gosses, 30 ans ensemble, et une séparation paisible. Totalement paisible. Elle vient manger chez moi, je viens manger chez elle, on va manger chez les gosses, on va manger au restaurant. Totalement paisible. Hein. Oui, vraiment. Hein. Ouf. Pourquoi séparer? Oui. Elle me trouve un petit peu trop aventureux, d'une part, et d'autre part, Geneviève, je la trouve pas assez positive. Elle a une intelligence phénoménale du négatif,
C'est-à-dire, si elle voit quelqu'un, en 1 minute, elle sait exactement où est-ce que la personne, elle pêche, quoi. Ça, terminé, et c'est absolument juste. C'est d'une netteté totale. Mais cette personne n'a pas que des défauts, elle a aussi des qualités, hein. Ça c'est sûr, quoi. Yin-yang, toujours. Elle est incapable de dire les qualités de la personne. Alors là, elle tue. Là, elle tue. Ah, je dis, une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 2000 fois, 7000 fois, 18 000 fois, 187 millions de fois. Est-ce à dire qu'elle voyait chez toi tout le temps le côté négatif? Chez moi, ça allait. Elle a toujours cette tendance, même avec les gosses. Là, l'autre jour, Sarah lui a fait une sarabande. Sarah, il a dit, maman, écoute, tu viens plus me voir. À chaque fois que tu arrives, c'est pour me faire des reproches. Là, bon, elles sont réconciliées. Non, mais un jour, j'ai dit, c'est plus possible. Écoute, franchement, arrête, quoi. Elle ne peut pas arrêter. Alors un jour, elle dit, on divorce. Bah, j'ai dit, bon, d'accord, on divorce. Un mois après, elle me dit, on divorce pas. Bah, j'ai dit, d'accord, on divorce pas. Elle me dit, bon, bah, alors on divorce pas. Bah, j'ai dit, bon, on divorce pas, mais je pose des conditions, puisque maintenant tu as voulu divorcer, donc je pose des conditions. Ah bon, alors quelles conditions poses-tu? Alors je pose la condition, moi Pierre, je pose la condition à toi Geneviève, que nous sommes polygames. Ou que, non, pardon, que je suis polygame. Toi Geneviève, tu fais ce que tu veux, mais moi je suis polygame. Geneviève me regarde et me dit, ah, t'en voilà encore? Eh bien alors donc je divorce. Et on divorce. Voilà. Il faut mener mai 68 un peu plus loin que le bout de son nez. Ouais. Ouais. Parce que mai 68 et la monogamie, on sait ce que c'est le divorce. Et le divorce, c'est une plaie. Ouais. Et la seule guérison de la plaie du divorce, c'est la polygamie. Eh oui, il n'y a pas à tortiller, quoi. Ou alors c'est l'amour fou, ça y est, j'ai trouvé la personne. Ah, mon Dieu, que c'est beau, que c'est formidable, ça va durer tout le temps. Tu es pas là. Et schlag, ça pète encore. Donc c'est la polygamie, c'est-à-dire, nous n'avons pas beaucoup de force. En plus, il faut les disperser, mais au moins, il y a des branches de secours. Qu'est-ce que tu veux, quoi. On ne va pas tout mettre dans le même panier, quoi. Ben oui. Et dès qu'on est polygame... Ce que tu es aujourd'hui? Non, ce que nous fûmes avec Geneviève. Oui, maintenant, je le suis aujourd'hui, donc c'est pour ça, j'ai aucune femme. Si tu veux n'avoir aucune femme... Ouais, t'avais une autre femme aussi que tu as rencontrée qui a beaucoup marqué ta vie. Des femmes qui ont marqué ma vie. Il y a une autre femme, en tout cas, que je connais, qui a beaucoup marqué ta vie. Claudine. Et puis Elsa. Elsa. Oui, j'étais polygame avec Claudine et Elsa. Elles le savaient l'une l'autre? Bah, bien sûr. Bah, je sais pas, moi. Attends. Mais bien sûr, elles n'avaient strictement rien à cirer. Mais bien sûr, c'est des femmes évoluées. Oui, c'est des femmes qui ne mettent pas le grappin, quoi. C'est évident. Oui, bien sûr qu'elles le savaient. Elles n'avaient qu'une envie, c'est de se rencontrer l'une l'autre. Elles n'ont pas pu. Il y en a une qui meurt au mois de janvier, l'autre qui meurt au mois de février. Enfin, tac. De la Suède-Loge que j'ai fait avec Sophie. Avec des soufis? Avec Sophie. Avec Sophie, oui, excuse-moi. Sophie. La Suède-Loge, je l'avais avec Sophie. Parce que, pourquoi est-ce que tu es parti en Amérique du Sud il y a quel moment? Oui, pourquoi on va partir en Amérique du Sud avec Elsa? Et puis Pascal, et puis Marie-Rose, et puis plein de gens. On était 10. Hein. On se connaissait très peu. Hein. Pour aller boire l'ayahuasca. Alors ça, c'est encore une histoire. Il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a la marijuana et l'ayahuasca. Alors ça fait 4 drogues. Je raconte 4 drogues d'un coup, là. Alors, résumons. L'alcool prend l'ADN du corps, de toutes nos cellules, prend l'ADN de toutes nos cellules, elle fait comme ça, elle balance, comme ça, voilà. C'est ce que fait l'alcool. Ça fait rigoler pendant un certain temps, après on est bourré, parce que l'ADN bien secoué comme ça, oups, le foie en particulier, l'ADN du foie. Après, dans le tabac. Alors, le tabac, ce qu'il fait, c'est une plante médicinale. Il prend l'ADN qui est dans chaque cellule et il repelote à la perfection
l'ADN dans chaque cellule. Dans chaque cellule, on a 1 mètre d'ADN. C'est-à-dire que si on allongeait tous les ADN que nous avons dans nos cellules de notre corps, on serait à peu près dans la planète Sirius, à 1 milliard de kilomètres, tout comme ça. Le tabac, il prend l'ADN et il le remet en pelote parfaite. C'est une plante médicinale. Et c'est la plante qui permet de revenir en soi. C'est la plante qui isole de l'autre. C'est pourquoi la moitié de l'humanité fume. C'est quand on veut être soi-même, on prend une clope. On n'échange pas la clope. La clope ne se passe pas. Sauf si on n'a qu'une. Mais autrement, la clope ne se passe pas. C'est comme ça. Pourquoi la clope ne se passe pas et pourquoi le joint se passe? Mais on voit bien que la clope ne se passe pas, enfin. C'est parce que la clope est propre à la personne, puisqu'elle fait revenir la personne en son être propre. Le cannabis, la marijuana, cette plante merveilleuse à voir, est la plante qui déplie avec infiniment de soin l'ADN. Elle est vasodilatatrice, autant le tabac est vasoconstricteur, autant le cannabis est vasodilatateur. Donc c'est la plante qui, avec infiniment de soin, déplie l'ADN pour voir où sont les fractures, les usures, les découpures. Il faut réparer tout le temps. Le tabac répare la pelote, le joint qui joint à l'autre distend l'ADN pour voir où sont les fractures, les usures, les déchirures, etc. pour refaire la perfection. C'est une plante médicinale. Et après, il y a l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, elle, c'est la plante qui permet d'avoir accès à l'âme. C'est la plante de l'âme, c'est évidemment, dans ayahuasca, veut dire liane de la mort. Voilà, donc on fréquente quand même ce qu'on sait avec elle. On fréquente ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait de la mort? On ne sait rien. Il n'y a aucune raison scientifique pour mourir. Il n'y a aucune raison que l'apoptose des cellules, qui est le suicide généralisé de toutes les cellules du corps simultané ait lieu. Il n'y a aucune raison. La science est totalement incapable d'expliquer la mort. Le succès de la religion est dû au fait qu'elle est la première explication de la mort. Donc tu meurs, t'as péché. C'est une punition. Alors ça marche à tous les coups. On est tous coupables. Donc ça marche à tous les coups. L'ayahuasca, c'est la plante qui est donnée par la liane des morts, c'est-à-dire c'est la plante qui a l'exclusivité de la connaissance de la mort. Et ce qui en nous connaît parfaitement la mort, c'est l'âme. Étant donné que l'âme n'est pas mortelle. L'âme se moque de la mort. Pourquoi avoir voulu faire cette expérience avec, là, cette vision que tu nous donnes, là, je veux bien croire que c'est suite à la prise d'ayahuasca que tu as pu avoir cette vision-là sur l'alcool, la cigarette. Oui. Ça a été des discussions pendant la prise de l'ayahuasca, c'était des discussions vraiment terribles, quoi. Avec l'ayahuasca, quoi. Quand je lui pose la question, ou quand elle me pose la question, ou quand on se pose la question, est-ce que le cannabis et l'ayahuasca sont des plantes qui peuvent cohabiter, quoi. Ça a duré 8 heures, quoi. Oh putain. Voilà, donc l'ayahuasca roule et déroule l'ADN simultanément. Donc je peux te dire que ça va fonce, quoi. Ça va très très vite. Et avec l'ayahuasca, on a accès direct à la lumière incréée. Voilà. J'ai les yeux fermés. Il fait nuit. Je me mets un bandeau sur les yeux, un gros, hein, et je vois de la lumière. C'est incompréhensible. Donc, premièrement, le cerveau meurt. Direct, il est mort. Il est incapable de comprendre. Alors, il faut voir les lumières. Hein. C'est la beauté à l'état pur. Tu as pris l'ayahuasca, tu n'as pas vu les lumières, mais c'est la beauté à l'état pur, quoi. C'est que des gemmes, des joyaux qui se trimballent en changeant de couleur et de forme. Ni plus ni moins, quoi. Et ça défile, quoi.
accrochant comme ça. Est-ce que je t'ai posé la question si la vision que tu as eue du tabac, de l'alcool, etc., sur des effets sur l'ADN, si c'était dû à l'ayahuasca, et tu me confirmes bien. Pour toi, c'était important de partir là-bas. Est-ce que tu as eu l'occasion d'expérimenter d'autres pratiques ou formes de chamanisme? La Sweat Lodge, quoi. La Sweat Lodge. Oui, non, mais j'entends peut-être dans d'autres pays où tu as rencontré d'autres chamans ou de culture chamanique. Beaucoup de chamans, oui. Oui, beaucoup. Je fais des loges. Avec Malika, on faisait le tour des tribus pour faire voir les différentes Sweat Lodges qu'il y avait, quoi. Oui. Oui, avec l'ayahuasca, on voit une lumière qui est incréée. Donc il existe des lumières incréées, mais cette lumière incréée n'est pas rare. Dans le rêve, on voit, tout le monde rêve, tout le monde voit des lumières. C'est pas une lumière créée. C'est évident. Et cette lumière incréée, que l'on voit dans les expériences proches de la mort, c'est à mon avis elle qui ouvre la porte de l'univers. Il faut arriver à avoir accès à cette lumière infiniment douce, mais tellement simple qu'on n'arrive pas à la comprendre. Est-ce que tu essayes de faire des passerelles avec justement les mathématiques, la physique? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu essayes tu es en quête de quoi, Pierre? Est-ce que tu cherches une équation? Est-ce que tu cherches quelque chose? Si on trouve l'équation, on a gagné le cocotier. Là, j'en ai trouvé une dernièrement, il y a 2-3 mois. Là, j'en ai trouvé une. Pourquoi ça chauffe quand on coupe? Est-ce que c'est de la lumière créée? Est-ce que c'est de la chaleur créée? Est-ce que c'est de la chaleur incréée? C'est une chaleur incroyablement... Ça chauffe quand on coupe, il y a de la chaleur. Hein. C'est une chaleur incroyablement complexe, abstraite, alors que tout le monde peut la constater. C'est pas la peine d'aller faire Polytechnique pour couper un morceau de bois et voir que la lame de scie est brûlante. Hein. N'importe qui. On fait ça, on chauffe les mains. Oui, ou même se couper la main, ça va chauffer au niveau de la cicatrice, quoi. De la plaie, ça va couper. Ouais, ça va chauffer. Là, ça va chauffer. Oui. Au moment où tu fais ça, oui, ça chauffe. Hein. Ça chauffe. Mais là, oui. Et donc la question que tu t'es posée, c'était quoi par rapport à cette chaleur? Eh bien, pourquoi ça chauffe quand on coupe, quoi? C'est absolument impossible à répondre avec la théorie atomique de la matière. La théorie atomique de la matière est en faillite à ce propos-là. Parce que ça aussi, dans l'appréciation que nous avons des possibilités de l'univers, pour l'instant, nous n'avons appréhendé qu'une seule possibilité d'appréciation de l'univers, c'est que l'univers est fait d'atomes. Autrement dit, c'est une dictature. C'est une dictature. Et il faut absolument trouver un univers, peut-être n'existe-t-il pas, mais faut-il le chercher, un univers qui ne serait pas de nature atomique. Et la chaleur de coupe, quand on coupe un métal que tout le monde constate, on ne peut pas l'expliquer par la théorie atomique. C'est impossible. La théorie atomique dit que ça doit refroidir. Et pourquoi ça devrait refroidir? Il faut voir des considérations de physico-chimie, quoi. Bien sûr, hein, c'est toujours la physico-chimie qui est la science de l'avenir du monde. Hein. C'est pas les maths, c'est pas la physique, c'est pas la chimie, c'est pas la bio, c'est la physico-chimie jointe avec la biologie qui nous donnera une très très bonne réponse. Pourquoi? Parce que quand je coupe un morceau de fer avec une scie, ce que je fais, je coupe des liaisons entre deux atomes de fer. C'est tout ce que je fais. Et dans la théorie atomique de la matière, quand on coupe des liaisons, ça doit refroidir. Toutes les formations de liaison chauffent, toutes les cassures de liaison refroidissent. Mais c'est qu'il y a une pression qui casse. Ah, que ce soit ceci ou cela qui casse, une rupture de liaison doit refroidir. Et là, tu es sûr que tu ne fais qu'une chose, c'est casser des liaisons, d'accord, hein, et tu es sûr que ça chauffe. Donc c'est totalement incompatible. Il y a un hiatus énorme.
Qu'est-ce qui maintient la cohésion entre les atomes? C'est de la chaleur ou c'est du froid? C'est les électrons. Oui. Est-ce que ça procure de la chaleur ou du froid? Ça n'a rien à voir. Alors, si tu chauffes trop, tu passes de solide à liquide. Pour créer de la cohésion. Oui. Ben, il faut que ce soit plutôt froid que chaud. Hein? Parce que si tu chauffes, tu fais fondre la glace ou tu fais fondre le fer. Hein? Et si tu chauffes encore, tu passes à l'état gazeux. Donc tu romps encore des liaisons. Donc c'est toujours la chaleur qui en fait va faire en sorte que de la matière se sépare, et c'est toujours du froid qui va faire en sorte que la matière se contracte ou s'agglutine. Plus c'est froid, plus la matière s'agglutine. S'agglutine. Oui. Donc quand on sépare de la matière, Oui. sur le fait que quand on scie d'une planche en bois que ça chauffe, c'est parce que justement on sépare. Alors plus on refroidit, plus la matière s'agglutine. Oui. Plus la matière s'agglutine, plus elle devient dure. Oui. Et plus elle devient dure, plus elle est dure à couper. Oui. Et plus elle est dure à couper, plus elle chauffe. Et t'es niqué. Plus elle est dure à couper, Eh oui. plus elle chauffe, bah c'est normal, Eh oui. puisque faut la... Non, tu viens de dire le contraire. J'ai dit que dès le moment où on doit la couper, Oui. s'il s'agit de désolidariser ce qui a été contracté, et qu'importe la force de contraction qui a permis que ça rende solide, qu'importe, des glaçons par exemple, Oui. Eh ben. ok. Dès le moment où je veux désolidariser les électrons, les atomes de glace, Du glaçon, d'accord. de glaçon, Oui. mais de glace ou de la table, qu'importe, Non, du glaçon, vas-y. ok, de la glace, bon, bah, je crée de la chaleur. Quand Oui. je mets un couteau dans le glaçon, un pic à glace dans le glaçon, je crée de la chaleur. Oui, absolument. Mais que ça soit une table Mais c'est en marbre. parce que tu casses la glace. Oui. T'es bien d'accord? Oui, donc Mais je casse la liaison. pourquoi ça chauffe? Explique-moi. D'après la théorie atomique ou d'après n'importe quelle théorie, dis-moi une théorie qui explique pourquoi ça chauffe. Parce que on désolidarise, en tout cas ce qu'on peut observer, c'est que quand on cherche à désolidariser des atomes, ça crée de la chaleur. Mais pourquoi? Bien sûr que c'est vrai ce que tu dis, mais pourquoi? Donne-moi une interprétation, donne-moi une explication. Bah, le frottement. Alors le frottement, c'est précisément ce qui sépare les choses. On fait de la sueur. Bon, alors donc t'expliques rien du tout, tu fais un autre exemple. Bah, c'est deux énergies apparemment froides qui, en se frottant, parce que ce soit une lame en métal et une table en bois, là, elles émettent peut-être toutes les deux une certaine chaleur. C'est vrai que le métal est plus froid, parce que plus solide qu'une table. Parce que peut-être que les atomes sont moins contractés dans le bois qu'ils ne sont dans une lame en métal. Le métal est beaucoup plus dur que le bois. Voilà. Oui, on parle Donc de c'est dureté, plus froid. donc Donc c'est plus froid. La lame en métal est plus froide que le bois. non, là, si tu mets un thermomètre dessus, ça aura la même température. Entre le bois et une lame en métal. Ben oui, non. Si tu prends ça qui est en métal, il est à la même température que ça qui est en bois. Bah, quand je mets ma main quand même sur une table en bois, je sens ici que c'est pas la même température que quand je mets ma main sur un métal. Sur un métal ou même du verre, tiens, Oui, par exemple. mais ça, c'est parce que c'est la conductivité thermique des matériaux qui te donne ça. C'est pas du tout la température qui est différente. Si tu mets un thermomètre ici et sur la bouteille, tu auras la même température. Mais la conductivité thermique n'est pas la même. C'est-à-dire que le métal relargue son froid très très vite. Il laisse passer le froid ou le chaud. Alors que le bois, il met beaucoup de temps à laisser passer le froid ou le chaud. C'est ça un isolant. Un isolant, c'est un corps qui laisse passer le plus lentement possible le froid ou le chaud. Mhm. Mais il n'y a pas plus, il n'y a la même température dehors, avant l'isolant, que s'il n'y a pas d'isolant. La température du métal est la même que la température du verre. Tu prends un thermomètre, tu le mets dessus, tu verras bien. Hein. Donc c'est un rapport de là tu es en train de préciser que c'est vraiment ce que je mettais en exergue, en tout cas que c'était un rapport avec la conductivité de la chaleur. C'est ça. Qui fait que mes doigts sentent si c'est chaud ou froid, c'est un rapport avec la chaleur qui circule. Oui, exactement. D'accord, donc il y a de la chaleur. Oui, il y en a. Ok, donc on peut prendre la température de cette chaleur, de ce qu'elle génère. C'est ça, oui.
Mais notre toucher est très mauvais là-dessus. Bah, en tout cas, ce sera peut-être, plus ou moins, certainement mieux que si je prends un thermomètre. Bah, le mieux, c'est de prendre un thermomètre, oui, ça c'est sûr. Bah, alors, après, il y a différents types de thermomètres, mais j'aurai une différence. Non, si tu prends la température dans cette salle de cette boîte en métal et de ce morceau de verre, ça sera la même température. Bah, la conductivité n'est pas la même, donc j'aurai une température qui sera différente. Non, camarade. Le passage de la chaleur du métal à ton doigt ne sera pas le même que le passage du verre à ton doigt, mais la température sera la même. À l'intérieur de ce qui circulera sera la même. Oui, la température du verre de la bouteille est la même température que le métal ici. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que sans même que je coupe une matière, d'accord, dès le moment où il y a un contact entre différentes matières, différents agencements d'atomes, oui, il y a de la chaleur qui est créée. Qui passe. Oui, il y a de la chaleur... qui passe. Qui se transfère. Qui se transfère. Il y a des transferts de chaleur. Mais il y en aura des hautes, il y en aura des basses. Oui. Et quand je dis des basses, en dessous de zéro. Il y a des transferts de chaleur, oui, c'est ça, et qui se manifestent par la température. Par la température, et la température dépend de la différence avec laquelle l'énergie circule dans mon doigt et circule dans la table. On peut dire comme ça. C'est des grandeurs incroyablement abstraites. Ouais, oui, il y a un gros effort à faire là-dessus. Pourquoi, selon toi, t'ont-ils choisi pour te dire tout ça? C'est écrit là. Ouais. Et il y a un boulot immense à faire, quoi. Oui, il y a encore un travail immense à faire. Toi, tu amènes que la Terre est plate. Moi, je t'écoute. J'amène rien. Moi, non, tu amènes l'information. Oui, l'information. Je m'intéresse à tout. Oui. Donc, je ne sais pas parce que je prends cette information que je t'en fais part que j'y crois. C'est que juste... Je trouve intéressant qu'il y ait des mecs aujourd'hui qui se disent... Alors, moi j'ai une preuve comme quoi la création de surface est une information. Parce que si je coupe un métal, je fais des copeaux. Voilà un copeau de métal. Je coupe un gros truc sur un copeau de métal. Je peux estimer sa surface. Du copeau. Si je ne fais pas de la poussière, tu vois. Bon, là, on fait des copeaux de métal qui sont longs comme ça, qui sont larges comme ça. Tu vois, tu as vu ça. Donc, tu peux très bien estimer sa surface. Il n'y a pas de problème. Donc, je vérifie avec les données de la littérature très savante des coupeurs de métaux que la quantité de surface, que la quantité de chaleur générée par la coupe des métaux est proportionnelle à la surface des copeaux. Là, c'est incontestable. Oui, tu récupères les débris. Donc, j'ai trouvé une équation. Ouais. Et je suis le seul à avoir trouvé cette équation alors qu'elle est évidente. Absolument évidente. N'importe quel coupeur de métal ou de bois constate que plus il fait des tranches fines, plus les copeaux sont fins, plus ça chauffe. Parce qu'il fait de plus en plus de surface. Pourquoi la surface fait qu'on ça chauffe? On ne sait pas, mais n'empêche que c'est comme ça. Et ça fait 100 ans que tous les coupeurs de métaux peuvent le savoir et il n'y en a aucun qui le sait. À ma connaissance, peut-être je me trompe, mais il n'y en a aucun qui le sait. C'est une énorme partie d'inconscient qui existe dans la science à l'heure actuelle parce qu'elle est dictatorialisée par la théorie atomique. Or, les gars, ils savent très bien que s'ils vont investiguer là-dedans, ils vont comprendre immédiatement que cette chaleur est contraire à la théorie atomique. Donc, inconsciemment, ils n'y vont pas. Ouais. C'est énorme. Quand tu as eu l'occasion de te libérer, si je puis dire, de femmes et enfants, qu'est-ce qui a été... T'avais quel âge quand tu t'es séparé de Geneviève? Geneviève, eh bien, on devait avoir, moi je devais avoir 64 ans, comme ça, quoi. Et elle, 14 ans de moins. T'as pris ta retraite à quel âge à l'université? 64 ans, à peu près tout est arrivé ensemble, quoi. Ah ouais? Est-ce que, à travers, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Pierre, est-ce qu'il y a une expérience qui, pour toi, a été importante, décisive
dans ton chemin que tu n'as pas eu encore l'occasion de nous dire? Et oui, il faut, c'est l'extase qui nous mène, quoi. Enfin, qui me mène. Oui. Oui. Est-ce que je suis en perpétuelle extase? Avec la généralisation sous-entendue, est-ce que nous sommes en perpétuelle extase? Qu'est-ce que tu mets le mot derrière, derrière extase, tu mets quoi? C'est l'ayahuasca qui amène la non-contradiction entre la vie et la mort. Et d'un autre côté, tu avais fait cette NDE ou cette expérience Aussi. où tu étais lumière Oui. et tu n'avais pas eu besoin d'ayahuasca. Donc de toute façon, l'ayahuasca est interdite en France. Donc un élément que tu as traversé, une expérience que tu as traversée qui a été importante pour toi, qui a eu un impact sur ta vie. Ben, il y a les nouvelles de Bukowski. C'est-à-dire, je connais pas. C'est C'est un écrivain. Les nouvelles de Bukowski sont des chefs-d'œuvre, quoi. Alors, dans une nouvelle, il s'instaure détective privé. Alors, il est dans son bureau, il n'a aucun client, rien du tout. Que dalle, quoi. Alors, ça sonne. Ah, il se lève, une femme d'une beauté qui arrive. Ah, comme ça. Ah, il dit bonjour, bonjour madame. Alors, elle dit la mort. Bonjour madame. Ah, c'est vous êtes ma première cliente, je suis trop content de vous voir. Et voilà. Une nouvelle de Bukowski, quoi. Je connais pas. Avec nous, Pierre Basselon. Pierre Basselon, d'ailleurs, je vais épeler ton nom, Pierre. Bascelon. Pour celui ou ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir se procurer les livres de Pierre. Je réitère à vous donner les titres en question. La féerie du néant, Mon Guillain barré à moi, Voyons voir, le livre arbitre des nomades, et enfin 2 ouvrages à paraître, Les fleurs dans l'eau, Sémaphore, et Vers d'année, VERS, plus loin, d'année, des apostrophes A, 2 N et ES. Tu sais quand est-ce que sortiront ces 2 ouvrages? Oh ben, il suffit que. Il faut que j'aille voir l'éditeur, quoi. Ils sont finis, quoi. Ah ouais, Oui, d'accord. oui. Juste une petite Sophie les a parenthèse. revus. Une petite parenthèse, donc la féerie du néant, on a eu l'occasion d'en parler sur la vision que tu as du néant pour pouvoir être créé. Téléchargeable gratuitement. Où ça? En tapant le titre. D'accord, la féerie du néant. Mon Guillain barré à moi, aux éditions. Téléchargeable gratuitement en tapant le titre. Super. Voyons voir, de quoi ça parle? Voyons voir, c'est épuisé. Ça parle, c'est 6 auteurs qui sont tous dans la vision. Donc, qu'est-ce qu'on racontait sur la vision? Ah, avec notamment Dumas, c'est Non, avec Dumas? Dumas n'était pas là. C'était ses élèves. Ah oui, d'accord. Ok. Le livre Arbitre des nomades. Le livre Arbitre des nomades, c'est une série de plus de 100 nouvelles d'une pensée qui nomadise. Donc c'est une sorte de recueil. 400 pages de nouvelles. Voilà. Bukowski. Et enfin, Les fleurs dans l'eau, Sémaphore. Non, une qui fleur devrait- dans l'eau. Une fleur dans Ah, l'eau, autant pour moi. sémaphore. Ouais, c'est pas. qui Une devrait fleur dans l'eau, sortir. sémaphore. Là aussi, avec un éditeur, d'ici peu, tu penses? Oui, le livre Arbitre des nomades est téléchargeable en tapant son titre à 2 euros ou on peut l'acheter en papier à 27 euros. Voilà. Et ce sera sûrement la même chose pour Une fleur dans l'eau, sémaphore. Mhm. Évidemment, Une fleur dans l'eau, sémaphore, c'est Une fleur dans l'eau, c'est Narcisse qui sémaphore. Bah oui, quand même. Et pour celui ou celle qui souhaiterait te joindre, Pierre, est-ce que tu peux donner un email, Oui. Alors, c'est Pierre Basselon, tout attaché, en un seul mot, BACELON, @aol.com.
Pierre, un grand merci pour ce parcours, hein, cette vie. C'est vraiment intéressant de voir que ta maladie a été comme un changement radical, comme s'il y avait un miroir qui se regardait avec le yin et le yang. Et il y a eu un avant, il y a eu un après, mais en miroir, d'une certaine manière. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu as vraiment le sentiment d'être créateur? Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure? Je voudrais bien être copain avec Dieu, quoi. Oui, s'il m'accorde un petit bout de création, ça me plairait bien quand même, quoi, franchement, quoi. Oui. Et si tu l'avais tout de suite maintenant, ça, c'est ce petit bout de création dont je te laisse libre, qu'est-ce que tu en ferais? Ben, je dirais, j'en ferais un univers à mon image. Ce qui n'est pas déjà le cas. Ah ben c'est ça la recherche. Serpent qui se prend la queue? Le Oui, serpent qui bien se prend la sûr. queue, oui. Ben oui, bien sûr, c'est la recherche aussi. Hein. C'est pas uniquement la queue, le Robourros, hein. Mmh. Il n'est pas né d'hier. Hein. Ben oui, ça. Il est là encore pour longtemps. Si. Merci beaucoup Pierre pour avoir accepté de témoigner dans cette émission. Et puis on aura l'occasion de reprendre ces questions entre nous concernant la chaleur et la masse, la surface, toutes ces questions-là qui sont certainement très intéressantes. Et puis si vous êtes vous-même versé dans le domaine scientifique et que les propos de Pierre vous ont interpellé, n'hésitez pas à le contacter, Pierre Basselon tout attaché @aol.com. À bientôt pour un nouveau magazine Témoin. Au revoir.